on a commencé le live en direct sur toutes les plateformes. Donc, n'hésitez pas, avant qu'on commence, à nous dire si le son est mauvais sur une plateforme ou une autre. Faites-nous des retours, on essaiera de gérer ça. Mais a priori, tout devrait être pas mal pour aujourd'hui. Donc, son impec sur TikTok, merci pour les retours. Et puis sur TikTok, vous pouvez toujours switcher sur les autres plateformes. La qualité sera meilleure sur les autres plateformes. Voilà pour commencer. Et maintenant, on va commencer vraiment ce live. Donc, bonsoir à tous dans ce live Space Apéro. Comme tous les dimanches, on se retrouve à 19h pour parler d'astronomie, d'astrophysique, mais aussi d'autres sciences avec une ou un invité. Donc, une invitée ce soir en l'occurrence. Et donc, comme d'habitude, on est en live sur toutes les plateformes. Donc, sur Instagram ici, sur YouTube, Twitch, Facebook et sur Insta. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez changer de plateforme, je pense que la qualité est meilleure sur YouTube. Et vous pourrez aussi retrouver la vidéo après en rediffusion sur YouTube. Et on est aussi en train de transformer ces interviews en podcast. Donc voilà, restez attentifs. Bientôt, vous pourrez réécouter les discussions sur votre plateforme préférée de podcast. Alors, donc pour ceux qui connaissent pas encore le concept, en fait, l'idée, c'est donc de se retrouver toutes les semaines et de discuter donc d'une science et puis même de recherche un peu en général, quoi, de la vie de chercheurs et de chercheuses. Et donc, ce soir, je suis très contente de recevoir Enya, qui est donc une doctorante en cosmologie, comme vous avez peut-être vu dans le titre, et qui va nous parler donc de son sujet de recherche. Bonsoir Enya. Bonsoir Anna, merci pour l'invitation. Avec plaisir, c'est cool de t'avoir ici. Et donc, Enya, on est chercheuse dans le même labo, en fait, donc c'est encore plus, c'est vraiment sympa de t'avoir ici. Et donc, je vais te donner la parole dans une minute, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, sur TikTok, je monitore en même temps. Oui, c'est vrai que j'arrête pas de tourner la tête parce que je monitore justement toutes les plateformes. Donc, posez des questions sur TikTok, j'essaierai de suivre. Et en même temps, on a aussi, comme d'habitude, Xavier qui est là pour monitorer les questions sur YouTube et sur Twitch. Bonsoir Xavier. On t'entend Xavier? Ouais, c'est bon. Donc voilà, on est là et on va discuter tous ensemble. Donc, posez vos questions à Enya quand vous en avez. Et donc voilà, c'est bon, on en vient enfin à toi après cette longue intro. Donc, comme on a mis dans le titre, tu es donc doctorante et donc chercheuse en cosmologie observationnelle. Donc, peut-être qu'on peut commencer par discuter, enfin, par se demander qu'est-ce que c'est la cosmologie observationnelle et même déjà la cosmologie. Si tu peux nous en dire un peu plus, quelques mots sur ça. Bah pas de souci. Ouais, on va commencer plutôt par la notion de cosmologie en tant que telle. Ok. Pour la définition assez rapide, en fait, c'est la science qui vise à étudier l'origine, la structure et l'évolution de l'univers dans son ensemble. Ok, un vaste programme quand même, hein, déjà Ouais, pour. carrément. Une image que j'aime bien, moi, utiliser, c'est quand on demande un petit peu ah, mais qu'est-ce que c'est que la cosmologie par rapport à l'astrophysique en général. Euh, J'aime bien visualiser la chose un petit peu comme une sorte de bouteille, où en fait étudier l'astrophysique, ce serait étudier le contenu de la bouteille, et la cosmologie, ce serait un peu d'étudier le contenant, donc la bouteille. Donc Ah, c'est j'étudie pas des mal, ouais. bouteilles. C'est ça. C'est bon, on a déjà des spécialistes qui me demandent est-ce que tu es team Planck ou team Supernova, mais on garde ça pour un peu plus tard. On va venir à Ni ton l'un ni sujet. l'autre. Ouais, un peu de teasing sur ce que tu fais. Donc voilà, bonne question. Mais on a déjà des questions sur TikTok. On va y répondre après, dans une minute. Là, on va rester un peu sur le général, parce que la première question, c'est est-ce que le trou noir existe vraiment? Ah oui, d'accord. On y reviendra quand on aura un peu plus parlé du Ouais, sujet de recherche d'Enya, du coup. pas de souci. Ah là, il y a une super question que je garde pour plus tard, mais on reviendra. Donc ouais, la cosmologie, du coup, Ouais, l'étude de l'univers en tant que tel. en tant que telle, sa structure, son origine, et dans la cosmologie, après, il y a plusieurs axes qui sont intéressants de regarder. Il y a plusieurs thématiques de recherche. Il va y avoir des thématiques autour de la matière noire, autour de tout ce qui va être comment dire, vraiment l'origine et les tout débuts de l'univers, sur le Big Bang, sur l'apparition des premières particules, des choses comme ça, Mm. ou sur des choses vraiment de beaucoup plus grande échelle, comme ce qui se passe peut-être plus à l'heure actuelle, donc l'expansion accélérée de l'univers, les choses comme ça. J'aime bien le à l'heure actuelle, À l'heure actuelle, ça fait vraiment sujet de société, quoi. exactement. Dans l'actualité aujourd'hui, l'énergie noire, ce genre de choses. Et en particulier, moi, mon sujet de recherche pendant ma thèse, c'est plutôt centré sur l'énergie noire. Donc, je peux expliquer un petit peu ce que c'est l'énergie Ouais, ouais, noire. ouais. Donc on a dit, ouais, on essaye d'étudier l'univers et donc l'énergie noire, c'est une des composantes principales, enfin une composante très importante de l'univers. Donc ouais, si tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est cette énergie noire mystérieuse.
Du coup, ouais, pour revenir, sur peut-être, le début de l'histoire de l'énergie noire, je dirais que le premier truc sur lequel j'ai envie de revenir, c'est la découverte de l'expansion de l'univers en 1929 par, Hubble. Allez, ça dit des dates et tout, Ouais, solide. ouais, j'ai bien révisé, donc oui, donc l'expansion de l'univers, donc il s'est rendu compte en observant, des galaxies, que, on avait, qu'on avait en fait, des objets célestes qui s'éloignaient les uns des autres et que du coup l'univers était en expansion, qu'il n'était pas statique et que voilà, les corps s'éloignent les uns des autres. Donc on a un univers en expansion. Mais à À ce grande moment-là, échelle, quoi. Faut tout toujours à fait, ouais. préciser parce que c'est une question qui revient souvent, en fait, à petite échelle, les choses ne s'expandent pas parce que la gravité va dominer, mais en Ouais, fait, quand on regarde des galaxies très lointaines, elles s'éloignent toutes les unes des autres, effectivement. tout à fait. Et on a un épisode de Space Apéro sur YouTube qui parle de ça et Ouais. qui le montre un peu avec des vidéos, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Donc ça, c'était peut-être la première chose, mais à ce moment-là, on ne savait pas s'il était, enfin, il était en expansion, mais est-ce que c'était une expansion décélérée, accélérée? Et on pensait même à l'époque qu'il serait plutôt décéléré, puisque comme on pensait qu'il y avait que de la matière, comme celle qu'on avait l'habitude de voir autour de nous, vu que la matière tend à s'attirer avec la gravité, Mhm. il n'y avait pas de bonne raison de penser que l'univers allait, enfin l'expansion allait un jour aller autrement que de décélérer, puisque les corps s'attirant petit à petit, tout le monde allait s'attirer, l'expansion allait décélérer, peut-être même qu'on allait revenir en arrière. Et en fait, Mais c'est depuis... ça, en fait, qui a un peu donné, si je peux t'interrompre, ouais, cette idée aussi du Big Crunch. tout à On fait, a ouais. souvent des questions là-dessus, donc il y avait pendant longtemps cette théorie de penser que peut-être l'expansion allait ralentir Mm, mm. jusqu'à s'inverser en fait, et Et l'univers revenir en exactement se réeffondrer sur lui-même jusqu'à avoir quelque part un anti-Big Bang, donc un Big Crunch, c'est ça, Big Big Crunch, Crunch, je crois que c'est ça, hein. Big Crunch, ouais, qui fait. Mais du coup, ouais, qu'est-ce qui a changé après? Pourquoi on est passé en dehors de cette. Ce qui s'est passé, c'était vers la fin des années 90, il y a des équipes de chercheurs qui ont démontré qu'en fait l'univers, enfin l'expansion de l'univers était accélérée et donc qu'en fait les objets lointains ont tendance à s'éloigner de plus en plus vite les uns des autres. Mhm. Euh, donc en observant, pareil, toujours des galaxies très lointaines, beaucoup plus là cette fois que ce qu'avait pu observer Hubble. Et donc voilà, le problème c'est que c'était pas du tout prévisible par la physique de l'époque, et donc on a dû introduire un phénomène qui pouvait expliquer pourquoi cette expansion accélérait, et en l'occurrence, bah, donc la théorie, c'est bah, il y a une énergie noire Mhm. qui tend en fait à accélérer cette expansion, mais on sait toujours pas aujourd'hui ce que c'est, il y a des hypothèses, Ouais, mais est-ce que toi tu te sens un peu de nous parler un peu des. Après, je poserai les questions sur TikTok, hein, je reviens. Mais juste, on finit un peu cette partie. Est-ce que ouais. tu connais un peu les hypothèses? Enfin, comment est-ce qu'on peut peut-être, tu vois, décrire l'énergie noire, enfin, faire un peu comprendre Hmm. qu'est-ce que ça. Alors, dans les hypothèses, je sais pas si je vais pouvoir aller très très loin, mais un premier truc, c'est que du coup, comment dire, euh, on va dire une des théories qui décrit le mieux ce qui se passe dans l'univers aujourd'hui, ça va être la relativité d'Einstein, et ça Mhm. pourrait être quelque chose qui manque un peu à cette théorie de la relativité et de la gravité en général, ou alors un champ qui serait associé à une particule qu'on ne connaît pas, et en fait, enfin, qui fait agir en fait on appelle ça énergie parce que ça a tendance à faire un peu comme de l'énergie du vide qui pousse les choses à s'éloigner, comme une antigravité en Mhm. fait, avec Je trouve que c'est une bonne manière un peu de se représenter ça, ouais. même si c'est pas forcément la bonne explication physique, comme Enya a dit, il y a plusieurs hypothèses. Mais effectivement, s'imaginer cette énergie du vide, et en fait, plus il y a de vide et plus il y a d'énergie noire quelque part. Et donc, ça Ouais, peut faire cette sorte d'accélération de l'expansion, en fait, que plus ça va vite et plus ça va vite quelque part, quoi. Je trouve ça exactement, ouais. assez parlant. Après sur la théorie de toutes les hypothèses, je suis pas sûre d'être hyper calée sur les maths et les choses comme ça. T'es encore bon. T'as pas présenté ton parcours, on y reviendra Ah ouais, après. ouais. Mais ouais, Enya, en fait, t'es en deuxième année de thèse, en début de deuxième année, donc t'es quand même assez jeune dans ta carrière de chercheuse, en fait. Ouais, Donc c'est chercheuse en formation encore quelque part, quoi, avant d'être tout à fait. dans le doctorat. Je vais prendre quelques questions de TikTok avant de continuer sur ça, parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses un peu intéressantes là qui se sont racontées. Donc, on me dit que sur Instagram, on voit que moi. Ouais, désolé, mais c'est un peu compliqué là. Il nous manque des pieds, donc voilà. Enya, on va essayer de faire. N'hésitez pas à switcher de plateforme aussi, hein, si vous ne voyez pas bien sur une. Donc, une question qui est plus une remarque qui dit qu'il semblerait qu'il y ait des erreurs importantes dans le calcul du taux d'expansion de l'univers. Est-ce que tu as une réponse à cette remarque Alors, sur le taux d'expansion, donc j'imagine la fameuse constante H0
qui régit un petit peu on va dire l'expansion de l'univers. Euh, je saurais pas dire s'il y a des erreurs de calcul. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux manips, enfin deux télescopes, on va dire deux groupes différents qui ont mesuré chacun une valeur avec leur taux d'incertitude et que, effectivement, pour l'instant, ces deux valeurs sont plutôt incompatibles. Ouais, et donc ça, c'est vraiment intéressant. En fait, c'est le taux d'expansion actuel. Donc, ouais, désolé, on ne te voit vraiment pas très bien sur Insta, mais je ne peux pas mieux gérer. Voilà, là, on te voit mieux. Ouais, vu qu'il y a accélération de l'expansion, ça veut dire que le taux d'expansion varie au cours du temps, change au Mhm. cours du temps, mais en fait, dans notre modèle de l'univers, donc notre modèle cosmologique, on a ce taux maintenant, donc Ouais, au temps présent, comme tu disais tout à l'heure, qui est un paramètre assez important. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut contraindre, comme tu dis, de manière différente, en fait. Et pour le moment, entre des méthodes différentes, ne donnent pas les mêmes résultats, qui est en fait super intéressant, quoi. C'est aussi un truc qu'on aime bien dans la recherche et dans la science, c'est quand des choses marchent pas exactement dans le modèle, c'est toujours un moment pour ça crée une tension. exactement, c'est ça, et c'est un moment pour repenser à des nouveaux modèles, pour voir bah, peut-être qu'il y a des erreurs dans nos modèles, et, enfin, et réfléchir à ça. Donc c'est toujours assez, assez intéressant. On a une autre remarque qui dit que l'énergie du vide, c'est ce que je ressens à la fin de la semaine. Donc on peut peut-être tous un peu se rapprocher à ça. Euh, Quelques autres questions que j'ai vues passer. Et donc, ouais, une question vraiment sur la thématique. Est-ce que la constante d'Einstein correspond à cette énergie noire? Oui, alors, enfin, oui, ça va dépendre en fait de quel modèle on considère en fait pour décrire un peu la physique de notre univers. On va dire que le modèle qui est le plus utilisé aujourd'hui, qui est le plus communément admis, c'est un modèle qu'on appelle le lambda CDM. Donc lambda, la constante d'Einstein qui représenterait l'énergie noire, et CDM pour cold dark matter, qui serait du coup matière noire froide. Et donc ce modèle qui est le plus répandu aujourd'hui euh, fait intervenir la constante d'Einstein comme étant l'explication pour l'énergie noire, en fait. Et donc le paramètre qui va permettre de la comprendre, de la contraindre, d'essayer euh, d'explorer un peu de ce que ça peut être. Donc oui. Après, il y a d'autres modèles qui existent, notamment, alors, avant qu'on découvre qu'il y avait de l'expansion accélérée, il y avait d'autres modèles qui prenaient pas en compte cette constante cosmologique. Et à la base de la base, elle a été introduite dans les équations parce que Einstein pensait, en fait, avait fait ses calculs pour la relativité et était persuadé qu'on était dans un univers statique. Et en fait, à cette Ouais. époque-là, c'est pour ça qu'il a introduit une constante cosmologique pour essayer de combler un petit peu les erreurs de calcul et Mm, dire, mm. voilà, si j'ajoute cette constante, ça correspond bien à un univers statique. Mais il s'est rendu compte de son erreur par C'est la assez. suite. Ouais. Et voilà, et aujourd'hui, on utilise cette constante pour effectivement essayer de caractériser l'énergie noire dans les modèles. Mais c'est vrai que c'est assez rigolo cette histoire, quoi. C'est qu'au début, quand on a juste découvert pas l'accélération de l'expansion, mais juste l'expansion, en fait, c'était tellement acquis pour tout le monde que l'univers est statique, Ouais. c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution temporelle, d'expansion ou quoi que ce soit, que Einstein a dit non, mais même si mon modèle dit qu'il y a une expansion, je mets cette constante pour tout fixer parce qu'on doit avoir un univers statique, quoi. Et Ouais, à tout quel à point, en fait, fait, ça ouais. peut mettre du temps pour changer les paradigmes comme ça, quoi. Et après, donc, il a ajouté cette constante. Après, une fois qu'on s'est dit, ah oui, ok, c'est vrai, l'univers est bien en expansion, ils ont enlevé cette constante. Et après, quand l'accélération d'expansion a été découverte, donc récemment, dans les années, début des années 2000, non? Fin des années 90, 98, quelque chose comme 90, ça. ouais, 98, et ben ils ont rajouté cette expansion, quoi. Donc c'est marrant comme parfois il y a des allers-retours qui se font. Oui, il y a une question et quelqu'un que ça taraude vraiment depuis longtemps. Est-ce que tu penses me gagner au bras de fer ou pas? Oh, je pense que je suis particulièrement nulle au bras de fer. À une époque, je travaillais dans un centre aéré. J'ai déjà perdu contre des enfants de CM1, CM2. Donc, clairement, je pense que je vais pas gagner du tout. Bon, ça, c'est une vraie réponse argumentée et tout. Donc voilà, j'espère que vous êtes content sur TikTok. Oui, il y a toujours des gens qui nous demandent est-ce qu'on n'a pas de live sur YouTube ce soir? On a un problème technique et malheureusement, on n'a pas de live YouTube. Donc, allez sur Twitch éventuellement, ceux qui veulent avoir une meilleure qualité que sur Insta ou sur TikTok. Effectivement, vous pouvez nous suivre sur Twitch aussi. Et ça devrait être la même qualité qu'on a d'habitude sur YouTube. Donc, désolé pour ça. Après, il y a encore d'autres questions. C'est bien, elles sont vraiment intéressantes les questions. Donc, on va continuer un peu là-dessus. Déjà, est-ce que il y a une force en dehors de l'univers qui pourrait s'exercer sur lui comme sur un ballon pour faire une sorte de pression? C'est super intéressant. Euh, J'imagine qu'il y a sûrement peut-être des théories qui pourraient répondre à cette question. Déjà, il y a
des gens aujourd'hui qui pensent c'est des choses qu'on peut pas du tout ni observer, ni prouver que ça existe ou ça existe pas, mais on peut se dire on est dans un univers, pourquoi il y en aurait qu'un seul et pourquoi il y en aurait peut-être pas plusieurs autour et comment ils interagiraient entre eux. Mais Donc déjà, si on peut préciser une chose, il faut quand même se poser la question de qu'est-ce qu'on entend par en dehors de l'univers en fait, quoi, et oui, par parce que c'est déjà une ouais. question assez profonde en soi. Donc je sais pas si tu as des. Hem, c'est vrai que se poser la question de ce qu'il y a en dehors de l'univers, c'est un petit peu compliqué en soi si on considère qu'il y a rien en dehors et que c'est quelque chose qui est infini. Enfin, que c'est quelque chose d'infini et donc à partir de là, qu'est-ce qu'il y a en dehors d'un truc qui est déjà infini? C'est ça, effectivement, en Ça fait, enfin, paraît difficile à imaginer. c'est assez problématique en fait, et je pense qu'il y a aussi parfois une mauvaise représentation des choses qui se fait juste par les mots qu'on utilise. Et en fait, quand on parle de Big Bang, donc c'est un truc dont on parle aussi souvent dans les vidéos, et je pense c'est intéressant de revenir dessus. En fait, souvent, même c'est représenté comme une sorte d'explosion, le Big Bang, en Mmh mh. fait. Et du coup, ça crée facilement cette image, bah, d'une sorte d'explosion à un endroit et d'un univers qui s'expandrait à partir de cet endroit-là, et donc Ouais. qui serait effectivement contenu dans quelque chose. Mais en fait, ça a pas vraiment du sens, quoi. Faut se dire que le Big Bang, c'est plus une explosion qui avait déjà, si on veut vraiment voir ça comme une explosion, mais c'est vraiment quelque chose qui était déjà partout à la fois Mmh mh. et qui était simplement, une extrême densité d'univers, mais que l'univers était déjà infini à cette époque-là, quoi. Donc faut pas s'imaginer genre vraiment un truc qui part d'un endroit et qui s'expand, mais quelque chose qui est juste infini, mais qui s'expand tout en étant infini, quoi, et que les choses s'éloignent les unes des autres. Mmh mh. Et après, par contre, on parle aussi d'univers observable. Donc ça, c'est vraiment juste l'univers pour lequel qui est assez près de nous pour qu'on puisse recevoir des informations de cet univers. Et après, on peut se poser des questions. Bah, est-ce que l'univers est partout pareil? Est-ce que en dehors de l'univers observable, les propriétés sont les mêmes? Et peut-être, voilà, envisager d'autres choses. Mais je crois que c'était une question qu'il y avait aussi dans TikTok. C'est est-ce que, voilà, ces questions de multivers ou des univers multiples, moi Ouais. perso, j'y connais pas assez pour répondre, mais je sais pas si toi, tu as un peu des connaissances là-dessus, sur ces. J'ai dû regarder des vidéos vulgarisées de de trucs sur les multivers, mais c'est des théories qui existent de, effectivement, on pourrait imaginer que nous, on se trouve dans une, comment dire? Une certaine bulle qui se représente enfin qui serait notre univers et qu'en fait autour de cette bulle, il y a par exemple plein d'autres bulles et que chaque bulle représenterait un univers. Ça donne lieu parfois à beaucoup de questions, sur, comment dire? De science-fiction sur, les comment dire? Des mondes un peu alternatifs, ce genre de choses. Mhm. Mais, voilà, c'est des théories qui existent. Hem, c'est des théories qui existent, mais qui sont indémontrables pour l'instant et que peut-être, par exemple, les gens qui parlent de trous de verre et choses comme ça pourraient dire: «Est-ce qu'on n'aurait pas des liens, à un moment donné, des moyens, en fait, de rejoindre, ou des connexions qui pourraient se faire entre les différents univers et qu'ils interagiraient entre eux et qu'il y aurait plus un gros système comme ça, qui pourrait expliquer même des phénomènes physiques qu'on comprend pas aujourd'hui?» Pourquoi pas, mais j'en sais pas, forcément beaucoup plus puisque c'est pas du tout mon domaine d'expertise et c'est très, de la théorie, hein. C'est très théorique pour l'instant, très mathématique. Mais ça existe, enfin, il y a des gens qui réfléchissent Mm. là-dessus forcément. Il y a des théoriciens qui peuvent travailler Oui, sur c'est chaque ça. chose, quoi. Donc, mais effectivement, après, ça peut être intéressant en tant que travail purement théorique, mais on n'a pas forcément de moyens de vérifier ces théories. Donc après, voilà, ça reste assez académique, quoi, en fait, s'il n'y a pas moyen de prouver dans un sens ou dans l'autre. J'essaie de remonter les questions parce que je vois qu'il y a plein de questions qui ont été posées, donc n'hésitez pas à les reposer plusieurs fois si vous voyez que je les ai ratées, parce que voilà, c'est un peu dur de suivre en même temps. Et je ne sais pas si Xavier a noté les questions ou s'il n'est pas aussi. Ah, une autre question intéressante qui est peut-être un peu loin de ce que tu fais, mais tu auras peut-être un avis là-dessus. Est-ce que le changement climatique impacte l'astronomie? Ouais, c'est une super question. Hem, je pense que ça peut l'impacter de plein de manières différentes. Hem, la première qui me vient en tête, ça serait surtout, la première chose, c'est, hem, forcément ça va impacter, je dirais, plus économiquement le monde de la recherche ou le monde, voilà, des observations parce que on vit sur Terre, on est dans une société, il y a des, comment dire? Des urgences à plus ou moins court ou moyen terme et forcément, ça impacte le monde de la recherche. Donc en fait, on va peut-être allouer plus de moyens à des groupes, à des équipes, à des labos qui vont travailler sur, le réchauffement climatique et donc un budget plus conséquent leur sera accordé, alors que pour des gens qui travaillent sur de l'astrophysique ou des choses qui paraissent être des problématiques pas forcément très importantes pour la société ou en tout cas pas tout de suite, on va accorder moins de budget. Donc forcément,
S'il y a moins de budget, pour ce genre de recherche, très, académique ou ce genre de choses, bah, ça va ralentir peut-être forcément comment dire? La création de nouveaux télescopes, de manips qui permettent de faire des observations. Donc forcément, d'un point de vue sociétal et économique, il faut, enfin ça a un impact. Et après, ça peut, je pense, avoir un impact, bah oui, effectivement, environnemental. Donc notamment pour toutes les observations qui se font du sol, qui se font pas de l'espace, parce que là, dans Mmh. l'espace, ça a plus forcément beaucoup d'impact. Mais si forcément la température ou le climat va fluctuer dans certaines zones qui sont normalement, je sais pas, un peu humides et qui deviennent très sèches ou qui étaient très sèches et qui deviennent humides, si on a des télescopes à cet endroit-là, ça peut faire des fluctuations assez importantes de l'atmosphère, de choses comme ça. Et les observations peuvent en être impactées. Ça va dépendre des zones géographiques, encore une fois. Mais voilà, tout ce qui est notion de température, de climat, d'atmosphère, de perturbations atmosphériques, tout ça, forcément, ça joue sur les observations Mmh. terrestres, en tout cas. Ouais, ça peut dégrader nos images et puis de toute Voilà, façon, si on meurt tous, on ne pourra plus faire d'astro, quoi, tout à fait. si le changement climatique nous tue, tout simplement. J'ai vu encore plein d'autres questions, dont, une peut-être sur Insta, donc est-ce qu'il est dernière question et après on passera à ton sujet de thèse, parce que pour le moment on parle de cosmologie en général, mais on sait toujours pas toi ce que tu fais en particulier. Excusez-moi. Mais donc, est-ce que à ton avis, il est possible d'avoir une partie de l'univers où l'antimatière domine sur la matière? Qu'est-ce que Oh, c'est une bonne question. C'est une des problématiques, en fait, alors, en cosmologie en général et sur les différents modèles cosmologiques qu'on peut avoir, il n'y a pas de il y a pas de bonne raison de penser que à l'origine, l'univers a créé plus de matière ou d'antimatière. On pense qu'il en a créé, on sait que les deux existent, et on n'a pas de bonne raison de penser qu'à l'origine, il y en avait plus d'une ou plus de l'autre. Et du coup, la question, c'est pourquoi aujourd'hui la matière domine et pas l'antimatière. Et du coup, il y a des gens, il me semble, qui pensent que en fait, c'est pas que ça a dominé, enfin, c'est pas que l'une a dominé et pas l'autre, c'est qu'en fait, l'univers est réparti en plusieurs zones, entre guillemets, avec des zones de matière et des zones d'antimatière, et qu'on serait dans une zone de matière. Donc, je dirais pourquoi pas. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, dans les observations, enfin, je sais pas moi si j'y crois à cette théorie ou si j'y crois pas, je suis pas physicienne des particules, des choses comme ça, donc j'y connais pas trop, je connais pas les phénomènes dans enfin, dans toute la complexité que ça représente, mais quand on observe l'univers, notamment quand on essaye d'aller très loin dans l'univers, et quelle que soit dans la direction dans laquelle on observe toujours un petit peu la même chose. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de fond diffus cosmologique, en fait, qui est la première chose qu'on observe de l'univers, qui est comment dire, la première émission de lumière de l'univers. Et ça, on peut l'observer quelle que soit la direction dans laquelle on regarde dans le ciel, et on observe toujours la même chose, c'est-à-dire ce fond en fait, et qui représente, enfin, qui n'est que de la matière, en fait. Mmh mh. Et du coup, si on observe ça dans toutes les directions de l'espace, et que c'est la plus vieille, comment dire, la plus vieille empreinte de lumière de l'univers, c'est compliqué de se dire il y a d'autres zones à d'autres Mmh endroits, ou mh. peut-être qu'elles sont, pourquoi pas, un peu derrière ce fond diffus, mais ça paraît pas jouable physiquement. Enfin, c'est pas, la Ouais. théorie ne fait pas penser ne fait pas penser ça. Mais du coup, s'il y avait des zones, on devrait peut-être observer d'autres zones à d'autres endroits. Et le fait est que, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, le plus loin possible, en fait, c'est toujours un peu la même chose. Et Ouais. toujours de la matière. Donc en tout cas, nous, tout ce qu'on arrive à sonder, ça nous donne une image de l'univers qui est quand même très homogène, qui se ressemble un peu partout, quoi, où il y a pas vraiment de grandes différences en Ouais. termes de propriétés. Je vois qu'il y a plein d'autres questions, sur TikTok et on reviendra et même sur Insta. On reviendra sur les questions, donc n'hésitez pas à les poser, mais je pense que c'est intéressant d'abord d'avoir quand même genre plus une vision de toi, Ignace, ce que tu fais en fait, de quelle est ta spécialité plus précisément. Comme ça, les questions aussi pourront peut-être se recentrer sur toi, ce que tu fais. Et donc, bon, peut-être commence par nous présenter ton Ouais. parcours, qu'est-ce que tu as fait, où tu en es dans la recherche et tout ça. Enfin, ouais, le contexte un peu de qui tu es. Ça marche. Ouais, donc là, pour l'instant, je suis en deuxième année de thèse de physique. Avant ça, du coup, après le Enfin, bac, début de deuxième année, du coup, plus ou moins. Enfin, ouais. ouais, on va dire bon gros début de Bon deuxième gros année. début, ouais. Sur 3 années en France, la thèse, c'est en 3 C'est ans, a ça. priori. Ouais, ouais. Et avant ça, du coup, j'ai fait une licence de physique assez basique, on va dire, à la Sorbonne. Mmh. Après, j'ai fait du coup première année de master en physique assez générale à la Sorbonne aussi.
Puis un master, donc une spécialité de master en astrophysique, donc le master astronomie, astrophysique et ingénierie spatiale, qui est le master en fait d'astrophysique d'Île-de-France. Et voilà, et je suis entrée du coup en thèse dans mon laboratoire, donc le même canal, le LPNHE, en octobre 2021 du coup pour débuter ma thèse et qui se terminera en fin septembre 2024. Donc, Encore un bon morceau encore un bon à morceau, mais un continuer. bon morceau Ouais. qui est déjà passé et ça va vite. Ça va très vite la thèse en vrai, mais c'est aussi un marathon en même temps, quoi. Il y C'est a un peu ça. de tout ça. Mais on reviendra un peu plus tard sur vraiment ta vie de chercheuse, ton ressenti de chercheuse et tout, de comment toi tu vis les choses. Mais donc du coup, ta thèse, quel est ton sujet de thèse? Ça a été une question aussi qui a été posée depuis tout à l'heure. Enfin, sur quoi tu travailles toi, enfin, dans le vaste monde de la cosmologie? Du coup, tout à l'heure, je disais que mon sujet, il se rapproche un petit peu plus de la compréhension de l'énergie noire. Et donc, pour essayer de comprendre l'énergie noire, on peut avoir plusieurs choses qu'on va observer dans l'univers pour essayer de la comprendre mieux. Et l'une des choses qu'on peut observer, c'est ce qu'on appelle l'effet de lentille gravitationnelle. Donc, ça se représente comme des déformations optiques de galaxies. Ça Ok, peut s'observer. je pense Ouais, faut que tu nous en dises un peu plus sur l'effet de ouais, l'antigravitationnel. tout à Déjà, fait. comment, qu'est-ce qui fait cet effet, comment ça marche et tout ça, parce que c'est vraiment au cœur Ouais. de ce que tu fais. Hem, pour comprendre un peu ce que c'est que l'effet de l'antigravitationnel, moi, il y a une image que j'aime bien utiliser, c'est, essayer de se représenter, l'image d'un drap tendu et qui Ouais. représenterait l'univers. Donc l'univers, en vrai, c'est 3D, voire 4 dimensions. Le drap, c'est 2 dimensions, mais bon, faut imaginer que c'est l'univers et si je tends, par exemple, un drap, entre Anna et moi et que j'essaye de trouver le chemin le plus court qui nous sépare toutes les 2, ça va être de tracer une ligne droite sur le drap. Tu m'aurais prévenu, on aurait pu faire l'expérience en direct en vrai, Ouais, hein, non, ça mais aurait été j'y la bonne. pense comme ça, là, mais et ouais, du coup, si on tend bien notre drap, qu'il est bien plat, et cetera, le chemin le plus court, ce serait la ligne droite. Et maintenant, si, on ajoute sur ce drap un objet qui pèse un certain poids, donc par exemple, je sais pas, une boule de pétanque, ça Mhm. va se faire affaisser le drap. Mais l'univers, c'est toujours le drap. Et du coup, le chemin le plus rapide, c'est toujours la ligne droite qu'on a tracée, sauf que maintenant, c'est plus une ligne droite, elle est un peu incurvée à cause de, comment dire? À cause de la déformation causée par la boule de pétanque sur le drap. Mhm. Et dans l'univers, c'est un petit peu pareil, sauf que bon, c'est pas en 2 dimensions, mais tout ce qui va être, tout ce qui va avoir une masse dans l'univers va distordre l'espace-temps, autour de lui. Donc il sera un peu distordu autour de la Terre, par exemple, mais beaucoup plus autour du Soleil et encore plus autour, d'une galaxie, par exemple, Ou d'un trou noir, quoi, ce ou d'un qu'on trou noir, ouais. de tout ce qui a une masse va distordre plus ou moins, l'espace-temps. On nous demande sur TikTok, enfin on nous demande, c'est juste le mot géodésique? Ah Point oui, oui, d'interrogation? oui, oui. Oh là là, super. En fait, oui, oui, c'est ça. En gros, ce que je voulais dire tout à l'heure en parlant de cette ligne droite, c'est que la lumière dans l'univers, elle va nous parvenir grâce à des particules qu'on appelle des photons. Et comme c'est des particules qui ont pas de masse, ils vont choisir en fait le chemin le plus court pour parvenir jusqu'à nous. Et donc, ils vont suivre ces lignes droites, comme je disais, sur le drap. Et en fait, en relativité, les lignes droites, enfin, le chemin parcouru par un photon, ça s'appelle une géodésique. Donc voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour un observateur dans l'univers, Et donc juste pour ouais, revenir sur cette explication-là, donc en fait, ça c'est vraiment la relativité générale qui a montré un peu ça, enfin qui a permis d'établir un cadre vraiment théorique mm, à cette déformation de l'espace-temps créée par la présence d'objets massifs et donc à cette déformation, on va dire, des géodésiques et cette déviation. ouais, Mais juste pour le visualiser de manière un peu plus facile, donc si on revient un peu du point de vue newtonien, disons, de la gravité, où ouais, simplement en fait la gravité j'espère que vous m'entendez aussi, hein, sur TikTok, mais en fait, où la gravité, la manière dont on l'apprend d'abord au lycée et tout, c'est que simplement, en fait, s'il y a un corps massif, et ben, ouais. il va attirer les autres objets massifs et va donc changer leur trajectoire en quelque sorte, quoi. Et donc, en fait, pour se représenter ça de manière plus facile, cette idée de l'antigravitationnel, en fait, c'est juste de dire que les rayons lumineux sont aussi impactés par la gravité. Et donc, en fait, quand un rayon lumineux passe à proximité d'un objet, sa trajectoire va être un peu déviée. Mhm, Et donc, d'une déviation, comme tu as dit, qui diffère de la masse de l'objet. Donc, ouais, un peu dévié par la Lune, un peu plus par la Terre, etc., quoi. Plus un objet est massif, et plus il va dévier les rayons lumineux qui passent à proximité, quoi. ouais, c'est ça. C'était avec Newton, on considère un peu la gravité comme une force, alors que dans la relativité, on considère que c'est un peu le résultat
de la courbure de l'espace-temps autour des objets dans l'univers. Et donc, effectivement, plus c'est massif, plus ça va distordre, et plus c'est distordu, plus ça va dévier les rayons lumineux qui passent, comme tu disais, à proximité. Et, euh, et du coup, cet effet, il est visible depuis la Terre en regardant divers objets, notamment, moi, dans le cadre de ma thèse, c'est en observant des galaxies. Et donc, par exemple, pour un observateur, si je regarde une galaxie dans le ciel et qu'il n'y a aucun objet, entre cette galaxie et moi, les Mhm. photons vont me parvenir en ligne droite et je vais observer la galaxie telle qu'elle est. Par Ouais. contre, s'il y a un objet massif, une autre galaxie ou un amas de galaxies, par exemple, entre cette galaxie d'arrière-plan et moi, eh ben, les rayons lumineux qui sont émis par la galaxie que j'observe, ils vont subir un petit peu la déformation de l'espace-temps au niveau de l'objet qui se situe entre elle et moi, et donc les rayons vont être déviés. Et quand ils vont parvenir jusqu'à l'observateur, jusqu'à nous par exemple, euh, on va pas observer la galaxie d'arrière-plan telle qu'elle est, mais du coup distordue, plus ou moins en fonction de la quantité de déviation qu'elle a subie sur son trajet, quoi, pour nous parvenir. Mhm. Et, euh, et donc, c'est ces distorsions-là de galaxies que j'essaye qu'on observe. On a des questions. On t'interrompt 2 minutes, Oui, Xavier. si les rayons lumineux sont des photons sans masse, comment peuvent-ils subir la gravité et être déviés? Justement, ils sont pas, c'est pas leur masse qui va provoquer en fait la déviation des rayons. C'est que justement, euh, quand on imagine un peu l'univers, comme je disais, comme une toile ou comme un drap tendu, c'est la déformation d'en fait, de ce contenant, en fait, de la déformation de la toile, de l'univers, si on peut dire comme ça, qui va provoquer le changement de trajectoire du photon. Donc c'est pas une interaction gravitationnelle à proprement parler entre le photon et l'objet massif qu'il va rencontrer. C'est juste que l'objet massif étant massif, il distord l'espace-temps, donc il distord la toile, on va dire, que représente l'univers, et le photon, il est obligé, lui, de continuer de se propager selon la géométrie de cette toile. Et donc, si elle est distordue, il va suivre la distorsion. Mais c'est pas sa masse à lui qui va faire que, comment dire, que les autres objets interagissent gravitationnellement avec lui. Donc voilà, mais c'est juste que Ouais. d'un point de vue d'un observateur, pour lui, c'est toujours un peu comme s'il se déplaçait en ligne droite. Il va toujours suivre le chemin le plus court. Mais comme la surface de ce qu'il va traverser n'est plus plat, bah Mhm. nous, de notre point de vue, ça nous apparaît tordu. Donc ça, c'est important quand même à noter parce que sur TikTok, on nous dit non, en fait, les photons ont quand même des masses, mais des masses très faibles. Non, les photons ont vraiment une masse nulle. Donc ça, faut bien le prendre pour acquis. Et c'est simplement en fait que il faut considérer la gravité comme décrite dans la relativité générale et pas simplement comme décrite dans la théorie de Newton où on va voir cette interaction entre deux objets avec une masse qui va créer cette interaction gravitationnelle en fait. Là, si on a repris l'exemple de Newton, c'est plus pour pouvoir un peu enfin, s'imaginer plus facilement de l'effet que ça a fait, mais il faut vraiment avoir ce contexte relativiste, enfin de la relativité Ouais, générale que Enya a justement décrit. Donc voilà, donc tu peux revenir maintenant à ce que tu racontais. Donc ouais, on a cette déviation des rayons lumineux, enfin cette déformation de l'espace-temps. c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe une déformation des images des galaxies dans le ciel. Tout à fait. Donc, quand on reçoit en fait des images de galaxies, elles vont nous apparaître comme étant distordues. Après, il y a plusieurs types de distorsions. Ça peut être une distorsion qui est très forte, qui va se voir à l'œil nu sur les images. Mhm. Euh, alors, des exemples qui existent et qui peuvent peut-être parler à tout le monde, ça serait les anneaux d'Einstein, quand on voit une déformation qui est tellement intense, parce que l'objet se trouve par exemple pile poil derrière Mhm. un autre objet massif qui va distordre les rayons, qu'on observe carrément un anneau, et que l'objet Ouais. devient un anneau. Et par exemple, si vous avez suivi un peu les premières images qui ont été sorties par le James Webb Ouais, Telescope, là, tout je à crois que fait. la toute première était un amas de galaxies avec des très beaux arcs Tout à gravitationnels fait. aussi. Donc pas tout à fait des anneaux, mais des grands arcs de galaxies étirés qui sont exactement le résultat de Mm, cet effet mm. de l'antigravitationnel. Et on a une question sur TikTok qui rejoint ce que tu es en train de décrire. Donc la lumière étant déviée, est-ce qu'on peut croire à deux étoiles si une se trouve derrière un astre qui dévie sa lumière? Oui, ça peut tout à fait arriver. On peut même parfois avoir en fait des effets. Quand je parlais d'anneau d'Einstein, c'est ce qui se passe quand on a un objet qui est relativement étendu, par exemple une galaxie, et donc qui va donner une espèce de forme d'anneau si elle se trouve en fait pile poil en arrière-plan d'un objet massif. Mais si on est sur un objet qui est ponctuel, un peu comme une étoile, ça va pas se représenter sous forme d'anneau, mais du coup ça va diviser en fait
l'image de l'étoile en arrière-plan. Par exemple, on peut en avoir 2 ou 4, ça fasse comme une croix, ce genre de choses. Donc oui, ça peut complètement dédoubler en fait parfois l'image qu'on a de certains objets. Ouais, on peut complètement observer plusieurs fois la même galaxie sur le ciel. Ouais, Xavier a une question. Ouais, on a Thomas qui nous vient de Paris qui demande si la Terre est plate ou une sphère. Ah, Bonsoir Thomas de Paris. Alors, est-ce que Enya, tu veux répondre, tu veux répondre à cette question? je sais qu'il y a des grands débats sur ça en ce moment. Non, à mon avis, la Terre est plutôt ronde. Mais après, c'est libre à chacun Je de... pense que non, faut qu'on sorte de ça. Il y a certains faits scientifiques qui sont pas libres à l'opinion de chacun. Tout à fait. Non, non, la Terre est ronde, bien sûr, ça a été prouvé scientifiquement plus d'une fois. Ouais, si vous êtes d'ailleurs, même dans l'Antiquité, en fait, il y a des C'est vrai. mesures qui ont permis de mesurer le rayon de la Terre et donc effectivement de montrer qu'elle était ronde. Et à l'époque, on n'avait même pas, il y avait pas la NASA qui avait. C'est l'expérience d'Ératosthène, ça, non? Exactement, c'est Ouais. ça. On prépare une vidéo pour parler de ça, pour décrire cette expérience, mais regardez sur Internet si ça vous intéresse en attendant. Et à l'époque, il n'y avait pas la NASA qui avait monté une grande conspiration pour faire croire que la Terre était ronde. Non, on avait déjà fait ces mesures. Donc voilà, merci pour cette petite parenthèse. Et, euh, et voilà, donc si t'as... reprenons le fil. Ouais, donc Tu parlais des images multiples d'une même galaxie et donc de ce qu'on observe par l'effet de c'est ça. l'antigravitationnel. Donc on observe du coup des galaxies qui sont distordues. Et en gros, la distorsion qu'on observe des galaxies, ça peut nous permettre de comprendre un petit peu comment la matière est répartie dans l'univers. C'est-à-dire, si j'observe des galaxies d'arrière-plan, plus elles vont être distordues, plus je vais savoir que j'ai beaucoup de matière à l'avant-plan. Beaucoup d'amas de galaxies, beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de matière noire, C'est ce que j'allais dire. par exemple. Très bien placé. Introduisons la matière noire, il faut en parler à un moment donné. Ouais, ouais. Donc, et alors à l'inverse, si ces mêmes galaxies d'arrière-plan sont peu distordues, je peux me dire, bon, bah d'accord, à l'avant-plan, il n'y a pas tant que ça de matière. Et en fait, si j'observe du coup toutes ces galaxies d'arrière-plan à différentes échelles de distance, je peux essayer de déterminer un peu une cartographie de la matière à une certaine distance dans l'univers. Et donc, connaître cette distribution de matière et voir comment elle a évolué au cours du temps, c'est ce qui nous permet à nous, dans notre domaine de la cosmologie, d'essayer de comprendre comment l'énergie noire a impacté en fait la formation de matière dans l'univers. Donc ça, c'est un peu l'objectif au final Ultime. global de la thèse. Mais dans mon cas très particulier, ma thèse, c'est je vais avoir des images de galaxies qui sont distordues et je ne sais pas de combien, si elles sont beaucoup distordues, pas beaucoup distordues. Ok, donc ça, Ouais. ça c'est là où on tombe vraiment dans ton sujet de thèse Ouais. précis. On va y revenir dans une minute, mais je pense que c'est bien de revenir un peu sur la matière noire avant tout, parce Ouais. que là, le Parlons mot de a la été matière lâché, noire. mais il faut en dire plus, même si on en parle régulièrement dans ces lives, mais je pense qu'on n'en parle jamais assez. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous... On a une question notamment qui demande... attendez, j'ai perdu la question. Il y a trop de questions. Ah oui, est-ce que la matière noire est indispensable à la stabilité d'une galaxie? Donc, est-ce que c'est... Tu peux répondre à cette question, nous présenter plus généralement la matière noire. Enfin, à toi de voir par quel Ouais. angle tu veux le mener. Donc, est-ce que c'est indispensable à la stabilité d'une galaxie euh, dans la manière dont est répartie toute la matière dans l'univers aujourd'hui? J'ai envie de répondre que oui, dans la façon dont c'est créé. Alors déjà, je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, mais c'est pour bien différencier la matière noire de l'énergie noire. L'énergie noire, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est ce phénomène qui tend à accélérer l'expansion des objets à grande échelle dans l'univers. Donc c'est plutôt voilà, une espèce d'antigravité, une sorte d'énergie, etc. Et la matière noire, c'est vraiment plus de la matière qu'on a observé indirectement pour l'instant avec des effets, par des effets qu'elle a causés dans différents objets, mais dont on ne connaît pas la nature. Mais ça se comporte sur certains aspects, enfin sur en fait l'aspect gravitationnel comme de la matière qu'on connaît. Donc je sais pas comment dire, mais Si je peux ouais, t'interrompre avant de... Je te laisse la parole dans une seconde. Je pense que une chose en fait importante à se rendre compte, c'est que on appelle ça matière noire, mais peut-être que ça serait plus approprié d'appeler ça matière transparente en ouais, fait, parce que le vrai problème qu'on a, c'est que cette matière interagit pas avec la lumière, donc elle c'est émet ça, pas de ouais. lumière, elle réfléchit pas de lumière, donc on la voit pas directement en fait, quoi. C'est ça. En fait, ce qui s'est passé, alors une des expériences qui a permis il y en a plusieurs, hein, mais qui a permis de démontrer l'existence de matière noire, c'était de regarder la vitesse des bras des galaxies. Ou La euh, vitesse des bras des galaxies, il faut que tu nous en dises un peu plus, ah quoi, parce que oui, là on très s'imagine bien. des galaxies qui font Wouhou. qui font des choses comme ça. Euh,
si je sais pas si vous avez déjà vu des images de à quoi pourrait ressembler notre galaxie, la Voie lactée. Nous, on sait pas en fait puisqu'on est à l'intérieur, mais donc dans un petit peu dans toute la zoologie des galaxies dans l'univers, il y en a quand même beaucoup qui sont en fait en forme de spirale, c'est-à-dire avec un centre et puis un bras comme ça, etc., etc., qui ressemblent un petit peu à des spirales. Les galaxies les plus vieilles ressemblent plus trop à ça aujourd'hui, elles sont plutôt comme des disques. Mais voilà, aujourd'hui en tout cas, beaucoup de galaxies ont ce qu'on appelle des bras et qui ressemblent à des spirales. Et avec dans chaque bras en fait des regroupements d'étoiles, de gaz et ce genre de choses. Je vous invite à regarder sur internet, Ouais. tapez Galaxie Spirale et vous verrez à quoi ça ressemble. Et tout à fait. Et en fait, donc nous, de notre point de vue, on observe la répartition de matière grâce aux observations, grâce au télescope, dans ces galaxies. De matière, quand je dis matière, c'est de matière baryonique, c'est-à-dire la matière comme vous et moi, comme cette table, comme le soleil, donc la matière qu'aujourd'hui on peut observer. Le gaz en fait partie, les étoiles aussi, etc. Et donc, on voit, dans nos observations, on voit combien à peu près on a d'étoiles, combien on a de gaz, etc., etc. Et sachant ça, on pourrait estimer à quelle vitesse, puisque si ces galaxies sont spirales, c'est parce qu'elles tournent, on pourrait essayer d'exprimer, enfin Elles tournent d'estimer. un peu sur elles, Ouais, enfin sur elles-mêmes quoi. Genre elles ont une rotation comme ouais, ça dans le plan de leur spirale. tout à fait. Comme un peu le système solaire tourne un peu autour du Soleil, les, ça va introduire les trous noirs. Les galaxies tournent autour de leur centre, qui souvent est composé d'un trou noir. Enfin bon, bref. Et en tout cas, donc, ouais, les bras vont tourner voilà, autour du centre et elles ont une vitesse de rotation qui leur est propre. Et donc, connaissant le taux de matière observable qu'on a dans les bras des galaxies, on peut se dire, je connais mes lois de la physique et de Newton, je peux essayer de calculer la vitesse de ces bras. Et donc, des scientifiques ont modélisé de façon théorique à quoi devrait ressembler la vitesse des bras en fonction de la distance au centre de la galaxie. Et ça a donné une courbe. Très bien. Maintenant, faisons des observations. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, les bras ne tournent pas du tout à la vitesse qui était prédite. Et en fait, que plus on s'éloigne du centre de la galaxie, plus les bras, pas plus ils tournent vite, mais que la vitesse reste constante. Alors qu'on pensait qu'elle devait décroître, plus on s'éloignerait du centre de la galaxie. En fait, c'est pas le cas, ça reste parfaitement, enfin pas parfaitement, mais ça reste plutôt constant. Et donc, au vu des observations qu'on a faites sur la vitesse des galaxies et de l'observation qu'on a de la matière qui est à l'intérieur, c'est pas compatible. Et du coup, euh, On on crée a encore une fois introduit, une tension en fait. c'est Comme on ça, parlait tout à l'heure de la tension sur H0, c'est H0. toujours les moments où voilà, les observations et la théorie ne matchent pas et il faut faire quelque chose. Donc, C'est ça, tout à fait. Et du coup, on a été un petit peu obligé d'introduire cette matière noire, cette matière manquante, en fait, qui nous permettrait de comprendre pourquoi les bras des galaxies tournent à cette vitesse-là. Et comme disait Anna, donc c'est totalement transparent, c'est-à-dire que on voit, ça ne nous empêche pas de voir le reste de la matière, ça ne cache pas, c'est pas comme un nuage sombre qui nous empêcherait de voir les autres étoiles et le gaz, etc. Donc, et en fait, ça interagit pas comment dire, de façon électromagnétique, etc. La seule chose avec laquelle ça interagit, enfin, ça interagit de façon gravitationnelle. mhm. Et en l'occurrence, si vous regardez du coup cette fameuse image du JWST avec le lensing, et voilà, où on voit en fait les arcs des galaxies en arrière-plan, ce qu'il faut se dire, c'est que si ce qu'on voit de l'amas de galaxies qui est en avant-plan était seulement composé de la matière observable, Mm. les arcs en arrière-plan seraient jamais aussi courbés. Ils seraient courbés, mais beaucoup moins. S'ils le sont autant, c'est parce qu'en fait, 80% de la matière dans ces amas de galaxies, c'est de la matière noire. Et du coup, ça permet aussi de calculer la masse de matière noire et ce genre de choses si on regarde les effets du lensing. Donc pour résumer un peu tout ce que tu as raconté, c'est qu'en fait on a différentes observations, donc des choses qu'on voit, et en fait ça matchait pas forcément avec Ouais, ce qu'on pouvait prédire en utilisant la gravité, en mesurant juste la matière qu'on pouvait tout à fait. observer quoi. Et en fait de toutes ces observations un peu diverses, on a dit, bah, il y a peut-être en fait juste une matière qu'on voit pas, qui est invisible, qui interagit pas avec la lumière et qu'on a appelée matière noire et qu'on essaye donc de mieux comprendre et de mieux comprendre sa disposition. Xavier, il y a une question? Petite question, est-ce que le sens de rotation est-il universel? Donc le sens de rotation des galaxies spirales dont on parlait. C'est-à-dire que toutes les galaxies tournent dans le même sens? Ouais, c'est ça la question. C'est une bonne question. Mais en fait, déjà, est-ce que Je sais. faut reprendre les choses, est-ce que ça a un sens de parler de sens de rotation? C'est Parce vrai. que si on regarde la galaxie d'un côté ou de l'autre, Ça va faire comme un miroir en fait. On c'est va ça la en voir tourner fait. dans un sens, puis si on la regarde de l'autre sens, ça, c'est un petit peu comme quand un astronaute est dans l'espace. Il n'y a plus vraiment de question de haut et de bas, puisqu'il n'y a plus la gravité pour donner l'impression qu'il y a un sens, un haut, un bas, droite, gauche, etc. Donc,
elles tournent chacune dans un sens qui peut apparaître comme étant toujours le même sens en fonction de comment on les regarde toutes, mais si on les regarde de l'autre côté, forcément ça a plus trop de, ça a plus de sens en fait. C'est ça, exactement. Donc, ça, je pense, c'est toujours un truc intéressant à se poser, enfin une question intéressante à se poser quand on parle de trucs en astro et en cosmos. C'est comme tout à l'heure, on parlait de l'extérieur de l'univers. En fait, bah, déjà, les choses n'ont pas forcément le même sens que dans la vie de tous les jours, quoi. Il n'y a pas forcément Oui. un sens absolu, il n'y a pas forcément un extérieur. Enfin, donc, se remettre dans ce sens-là. Alors, je crois qu'il y avait attends, une autre, ouais, juste une remarque, mais qui résume assez bien en fait ce que tu racontais, c'est que en gros, l'univers est composé dans sa majorité de matière noire. Alors, la matière dans l'univers, vraiment la matière en tant que telle, c'est 80% de matière noire. Et pas beaucoup de matière baryonique du coup. C'est ça. Mais sinon, dans l'univers tout court, on pourrait redéfinir ça comme on a, allez, 30% de matière tout court. Et donc, dans ces 30%, 80% de matière noire et les 20% qui restent de matière baryonique, donc la matière comme nous, et les 70% qui restent, ce serait l'énergie noire. En fait, concrètement, il y a 5% de trucs qu'on connaît, 10%, Ouais. 5%, et tout le reste, on sait pas ce que c'est. Donc ça, c'est quand même assez intriguant, disons que dans notre C'est ça. modèle cosmologique, notre modèle de l'univers, on est seulement 5% de choses vraiment bien comprises, quoi. Ça, Ouais. ça peut poser des questions quand même sur est-ce que notre modèle est vraiment correct ou est-ce qu'il faut chercher des modèles un peu différents, quoi. Même si pour le moment, ça marche quand même très bien avec beaucoup d'observations. Mm, mm. Mais c'est pour ça qu'on aime bien tout ce qui est tension de H0 dont tu parlais tout à l'heure, ou tous les trucs où on arrive à voir que ça marche pas très bien notre modèle parce que ça nous ouvre des potentielles fenêtres vers d'autres modèles qu'on devrait explorer, quoi. Donc, ouais, pour le moment, c'est effectivement, on aimerait bien comprendre un peu mieux ces matières noires et Ouais. énergies noires. Et donc, toi, dans ta thèse, tu essayes donc notamment de mieux comprendre ces aspects-là. Donc, si on peut revenir plus précisément à ta Ouais. thématique, tu as parlé de l'effet de l'antigravitationnel qui déforme bah, les galaxies qu'on observe, Mm. quoi. Et donc, toi, comment tu interviens là-dedans? Là où j'interviens, c'est du coup, si on veut savoir assez précisément comment la matière est répartie dans l'univers grâce à l'effet de lentilles, la première étape, c'est de savoir mesurer quand même correctement la distorsion des galaxies. Parce que les galaxies dans l'univers, elles ont déjà une forme intrinsèque, elles sont peut-être déjà très tordues, ou aussi en fonction de comment on les observe. Si on les observe de face, elles vont paraître un peu elliptiques comme ça, puis si on les observe de côté, elles vont paraître beaucoup plus fines et donc potentiellement beaucoup plus tordues, on n'en sait rien. Et du coup, savoir calculer, enfin savoir mesurer précisément les formes de ces distorsions, en fait, la forme des galaxies, ça va être très important pour comprendre comment la matière est distribuée. Et donc là où j'interviens, c'est j'ai des images de galaxies qui ont une certaine forme, qui sont probablement distordues, mais ça, je connais pas la forme intrinsèque, etc. Et donc l'objectif de ma thèse, c'est de développer un algorithme qui, en lui donnant en fait ces images de galaxies, va permettre de me ressortir à quel point elle a été impactée ou pas par l'effet de l'antigravitationnel. Mhm. Voilà. Donc c'est vraiment en fait la toute première étape de ces mesures, quoi. C'est que avant de pouvoir bah, vraiment échafauder nos observations hyper précisément, d'avoir genre des méthodes un peu statistiques pour quantifier la déformation de ces galaxies à Mhm. cause de la gravité, à cause de la matière noire, à cause de l'énergie noire. Avant de pouvoir faire tout Ça. ça, en fait, il faut très simplement quelque part, mais ce qui est simple, ce qui a l'air d'être simple n'est pas forcément autant, pouvoir mesurer la forme des galaxies d'une manière très précise, quoi. Et en fait, on se dirait facile, mais pas si facile du Pas tout. si facile Pas si finalement. facile du tout. Avant de revenir, bah, peut-être tu pourras nous parler de quelques difficultés en fait dans la Ouais, mesure pas de de ces problème. formes. Je crois qu'il y avait une question, Xavier. Il y a une question qui vient du sud, qui vient de chez vous. Oh, j'ai joué. Concernant l'énergie noire, c'est pour expliquer l'accélération de l'univers, mais cette accélération, c'est déjà une interprétation des données d'observation. La relation distance-redshift, je crois. Enya, est-ce que tu peux nous parler des autres interprétations possibles euh, qui n'est pas une accélération de l'univers et des explications possibles? Merci, j'ai joué. C'est une bonne question. Est-ce que je vais pouvoir répondre à cette question? Je suis pas complètement sûre parce que je suis assez, comment dire, convaincue par la théorie de l'énergie noire, ce genre de choses. Enfin, je suis plutôt convaincue par la théorie du fait que les choses accélèrent. Parce que du coup, là, ce dont on parlait, c'était le redshift. Donc, pour introduire un peu j'imagine le redshift, quand on observe, non, je vais peut-être pas commencer par là.
quand vous êtes dans la rue et que, comment dire, et qu'il y a une voiture de police ou une ambulance qui passe devant vous, vous allez entendre un petit peu le signal de cette ambulance et qui va devenir de plus en plus aigu et après qui va devenir plus grave quand l'ambulance passe devant nous et qu'elle s'éloigne. Tout à fait. En physique, Ce qu'on appelle l'effet de Doppler. c'est ça, on appelle ça l'effet Doppler. En fait, ce que ça veut dire, c'est que le son en fait de l'ambulance a une certaine fréquence ou une certaine longueur d'onde, si on a envie de parler en longueur d'onde. Et quand cet objet va se rapprocher de nous, ça va, comment dire, raccourcir en fait cette fréquence et donner l'impression que le son est plus aigu, et puis ensuite l'étendre et donner l'impression qu'il est plus grave. On peut voir la même chose avec la lumière. Quand un objet se rapproche de nous, comment dire, sa longueur d'onde, qui est un peu la même chose que la fréquence, va, comment dire, euh, là, c'est pas les fréquences, c'est les longueurs d'onde. Les longueurs d'onde vont avoir tendance à devenir plus petites. Donc, c'est-à-dire, si j'ai une Ça va étoile. se tasser un peu, C'est ça. en fait. On peut voir ça comme ça, que si quelque chose s'approche, bah, sa longueur d'onde va se tasser, devenir de plus en plus Exactement. courte. Plus courte, et du coup, en termes visuels de couleur, ça donne l'impression que l'objet va aller vers le bleu. Et si un objet, du coup, à l'inverse, va s'éloigner, on va avoir l'impression que sa longueur d'onde, enfin sa couleur, va aller progressivement vers les longueurs d'onde plus grandes, donc rouge. Après, juste pour vous rassurer, il faut que ça soit quand même des vitesses assez importantes. Hein. Si, je sais pas, vous faites courir, quelqu'un court vers vous, il va pas brutalement changer de couleur non plus, quoi. Non, C'est normalement, ouais. voilà, faut vraiment qu'il court Ouais. très, 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 très vite. Mais en tout cas, c'est ce qu'on observe. Et du coup, alors l'effet Doppler, c'est bien, mais ça dépend en fait de la vitesse intrinsèque d'un objet, genre est-ce qu'il va très vite ou pas. Et en fait, l'expansion de l'univers va, en fait, elle aussi, impacter, comment dire, ce décalage en longueur d'onde des objets. Comme l'univers a tendance à s'étendre, et ben tous les objets, du point de vue d'un observateur, ont tendance à s'éloigner de lui. Et du coup, c'est pas l'objet qui s'éloigne lui-même de l'observateur, c'est juste la bouteille, la fameuse, le contenant qui a tendance à gonfler et qui emmène les objets avec lui. Et donc forcément, les objets qu'on observe et qui sont loin vont avoir leur longueur d'onde qui est décalée vers le rouge. Et c'est comme ça en 98 qu'ils ont découvert qu'il y avait une expansion accélérée. C'était que plus on regarde un objet qui est loin, plus il est beaucoup décalé vers le rouge. Donc ça veut dire que plus un objet est loin, plus il s'éloigne rapidement de nous. Et en fait, tout le monde s'éloigne plus rapidement de tout le monde. Il n'y a pas un centre ou un truc comme ça. C'est partout pareil dans l'univers, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde. Et du coup, si c'est de plus en plus rouge, entre guillemets, pour ce décalage en longueur d'onde au fur et à mesure qu'on regarde loin, à la fois dans la distance et tout, ça donne quand même comment dire, la preuve, entre guillemets, que l'univers s'étend et de façon accélérée. Donc ce décalage vers le rouge, je ne sais pas comment l'expliquer autrement qu'il y a une expansion et qui est due qui est due à l'univers en tant que tel. Ouais, donc ça, juste pour replacer ça par rapport à la question de Jérémy, ou de Ouais. Jeju, qui était sur Twitch, j'imagine, c'est que en fait, c'est ça qu'on appelle cette relation distance-redshift, en fait. Ouais, c'est ça. Redshift, c'est ce que Enya vient d'expliquer très bien, ce changement de longueur d'onde des objets quand ils s'éloignent de nous, donc qui sont redshiftés, donc qui sont décalés vers le rouge. Et en fait, il y a une relation entre la distance d'une galaxie et ce décalage vers le rouge. Et donc, effectivement, qui nous amène à dire que l'univers est en expansion accélérée. C'est ça. Après, enfin, je sais pas, il y a peut-être des gens qui ont étudié pendant. Je pense que c'est assez établi comme observation, mais il y a des gens qui ont dû voir est-ce que c'était pas des changements, enfin, des trucs vraiment plus astrophysiques, quoi, que par exemple, simplement les galaxies plus lointaines, disons, nous paraîtraient plus proches ou plus lointaines qu'elles ne le sont vraiment, en fait, Oui, parce que ouais. mesurer la distance, on va peut-être pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais mesurer la distance en astrophysique, c'est déjà tout un concept. programme, en fait, Ouais, quoi. ouais, c'est très très compliqué. Au LPNHE, ils font pas mal de ça, de mesurer la Ouais. distance. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent dans ces mesures qui sont pas vraiment des observables directs, quoi. Donc effectivement, c'est une échelle avec beaucoup d'échelons, disons, qui nous permet d'arriver à cette conclusion, quoi. Donc possiblement, un de ces échelons, en fait, est pas complètement est un peu branlant, même si en fait, le fait d'avoir beaucoup d'observations qui nous disent la même chose Ouais. nous aide à le faire croire. Et après, je pense, je connais pas très bien aussi ces aspects-là, mais je pense qu'il y a des gens aussi qui essaient d'étudier des manières, en fait, d'expliquer, enfin, de faire d'une pierre d'un coup, non, deux pierres d'un coup, non, d'une Une pierre pierre deux deux coups. coups, jamais la bonne direction, de faire, donc voilà,
avec une pierre quelques coups et d'expliquer en même temps la matière noire et l'énergie noire en changeant quelque chose dans nos théories. Par exemple, Ouais. voir si on peut pas modifier la gravité Oui. de manière à pouvoir s'abstraire de ces deux inconnus et tout ça, quoi. Mais Mm. pour le moment, on n'a rien d'aussi solide que... Enfin, aussi solide, c'est drôle à dire quand on sait pas ce que c'est, mais C'est ça, genre... ouais. Mais en tout cas, c'est quand même la théorie la plus forte pour le moment. Il y avait d'autres questions que j'ai vu passer, Xavier, je sais pas si t'en as noté, toi? Non, Pas de pas de questions pour questions? moi, désolé. Ok, bah, n'hésite pas à remonter parce que j'ai vu des questions intéressantes passer, mais j'ai pas trop eu le temps de les noter. Donc, si tu peux regarder sur TikTok, tu peux faire ça. Et on va revenir du coup à ton sujet de thèse à toi. Donc, on a dit c'était de mesurer la forme de ces galaxies. Donc, Ouais. la première étape vraiment de ces mesures super importantes. Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur quelles sont les difficultés? Parce qu'a priori, comme ça peut paraître Mm. assez facile, quoi. Tu as une galaxie, tu vois, tu mesures sa forme et c'est. Et beaucoup. Et beaucoup, c'est ça. Et hop, la matière noire et l'énergie noire. C'est parti. Du coup, la première difficulté qui me vient en tête, et c'est un peu ce que je commençais à dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, on observe des galaxies sur lesquelles on veut mesurer un effet de lentille gravitationnelle. Si à un moment je dis le mot lensing, c'est la même chose, c'est des formations professionnelles, c'est la même chose, c'est juste l'effet de distorsion provoqué par une lentille gravitationnelle. Sauf qu'on le mesure sur des galaxies dont on connaît pas la forme à la base, ni le profil, leur luminosité, ce genre de choses. Du coup, on ne sait pas si la galaxie à la base elle est ronde et qu'elle est un peu tordue, ou si elle est déjà elliptique et du coup elle n'est pas tordue beaucoup. Enfin, ce genre, tout ça, tout ça. C'est ça, en fait, si toutes les galaxies étaient rondes, en fait, Ouais, ça serait très facile de se dire, bon, bah, celle-là, elle n'est pas exactement exactement. ronde, donc on sait qu'elle est déformée, donc on sait qu'il y a de l'effet de l'antigravitationnel, et donc on sait qu'il y a la matière noire, quoi. Mais... Exactement. Mais là, en fait, vu qu'en plus on les observe pas toutes de face et que parfois elles sont inclinées par rapport au plan d'observation qu'on a, enfin, elles nous paraissent parfois complètement fines, enfin très très fines, et parfois complètement rondes. Enfin, ça va dépendre à la fois de la galaxie, à la fois de comment on la regarde et à la fois de est-ce qu'elle est beaucoup distordue ou pas. Donc franchement, ça fait beaucoup de choses. Donc déjà, il faut essayer de créer un algorithme, de créer une méthodologie de mesure de forme qui s'affranchit complètement de la forme intrinsèque de la galaxie. Donc on part du principe qu'on ne la connaît pas et on développe ensuite le programme, puisque c'est un programme informatique, un code que je suis en train de développer. Voilà, on part du principe qu'on ne la connaît pas et on développe tout le reste à partir de là. Une autre chose qui va peut-être être compliquée, c'est que l'effet que je fais un peu dans le désordre, mais c'est ce qui me vient en Bien tête, sûr. c'est que l'effet que j'observe moi dans dans les distorsions gravitationnelles, c'est pas des distorsions qui s'observent à l'œil nu. Ou si on a une galaxie, par exemple sur les fameuses images du JWST, les images d'arrière-plan, elles sont particulièrement distordues. Et là, pour le coup, parce que peut-être que la question va arriver, comment on sait qu'il y a une distorsion et que c'est pas l'objet qui ressemble à ça? Il y a un point, un moment donné critique, je pense, où on sait qu'il n'y a aucun objet qui ressemble à ça dans l'univers, qui est aussi long, aussi étendu, il n'y a aucune galaxie qui ressemble à ça, ça n'existe pas, quoi. Donc on sait qu'il y a une distorsion. Et là, on pourrait presque la mesurer juste avec les quelques objets d'arrière-plan qu'on a. En fait, Mais on peut faire des on peut, modèles oui. comme ça dans ces cas-là, ouais. Tout à fait, mais après, dans plein de cas, en fait, la distorsion, elle va devenir très petite, et donc, par exemple, 10 ou 100 fois plus petite que la forme intrinsèque de la galaxie, et donc ça se mesure pas, on le voit pas à l'œil nu, quoi. Donc, pour le mesurer, on va avoir besoin d'une grosse statistique, et donc de mesurer un effet moyenné sur un ensemble de galaxies. Et donc pour ça, quand on va le faire sur des vraies images, on a besoin d'images qui ont beaucoup d'objets, beaucoup de galaxies en fait, pour pouvoir faire une bonne statistique. Et voilà, c'est pas évident avec, Ouais. voilà, il y a Et des... là, en fait, on touche du doigt un problème en fait Ouais, majeur dans ce genre d'études, c'est que c'est pas comme si on avait quelques galaxies, 3, 4 galaxies ou même une exactement. dizaine et qu'on fait regarder chacune d'elles et se dire bon bah je vais mesurer, ajuster une ellipse par exemple et regarder exactement la forme de cette galaxie. Non, en fait, le problème c'est qu'on a un nombre de d'images enfin très important. On va mesurer la forme de on en est où maintenant? Parce que ça change tout le temps avec les nouvelles expériences de millions, voire de centaines de millions, de milliers Ouais, de galaxies. Et en fait, on a besoin de mesurer la forme de toutes ces galaxies-là, quoi. Donc, on peut pas aller galaxie par galaxie et mesurer leur forme, quoi. Il faut c'est ça, vraiment des algorithmes qui puissent mesurer toutes ces formes en même temps, quelque part. Enfin, en tout c'est cas, de ça. manière assez automatique. Mm, mm. Et donc, on n'a pas forcément... Enfin, ouais,
voulais dire. Ouais, et du coup, le souci, c'est que alors sur beaucoup d'images de télescopes des précédentes générations, la précision des images était peut-être pas qu'elles n'étaient pas suffisantes, mais qu'on avait un certain nombre limité de galaxies dans les images, mais que si on veut avoir une mesure qui est la plus précise possible, ou qui soit, on va dire, la moins biaisée possible, on a besoin d'avoir énormément de galaxies dans les images. Et ça, donc il y a des télescopes qui sont en train d'être créés ou qui sont déjà créés et qui vont faire des images prochainement qui vont essayer de répondre à cette problématique et avoir un maximum d'objets dans les images et qui va nous permettre de faire du coup des mesures et des statistiques en fait plus précises. Une troisième difficulté, c'est un truc qui est pas propre seulement aux observations qui sont faites sur Terre, mais on va dire c'est la première chose à laquelle on pense. C'est alors par exemple l'objectif de ma thèse. Donc pour l'instant, je travaille pas sur des vraies images, mais l'idée c'est que mon algorithme puisse servir à utiliser, enfin à analyser les images d'un télescope qui va prochainement rentrer en service, qui sera Ah, le bah, télescope ça, on LSST. peut en dire quelques mots On peut-être. peut C'est tout à toujours fait en dire quelques intéressant mots. de dire où on en est dans la technologie aussi. C'est ça. Qu'est-ce qui, Donc, est-ce que je parle de LSST tout de suite du coup Tu peux parler. Je sais pas si on a quelques questions juste avant de commencer Ouais. sur les observations parce que ouais, moi j'ai vu des questions intéressantes. C'est par exemple, est-ce qu'il n'existerait pas une galaxie, voilà, on n'a pas une galaxie standard qui nous servirait d'étalon, par exemple Alors, le problème, c'est que non. Enfin, et en fait, même si on avait une galaxie standard, ça ne nous servirait pas spécialement parce que, comment dire, on peut dire une galaxie standard, ce sera une galaxie qui est parfaitement ronde. Et donc là, sur celle-là, on sait, dès qu'elle est devenue un petit peu elliptique, on peut dire, oh bah je sais de combien elle a été distordue puisqu'elle est plus ronde. Sauf que dans la vraie vie, bah, comme on disait tout à l'heure, toutes les galaxies sont pas rondes et elles ont des formes très diverses, diverses et variées. Et encore une fois, on les observe dans des directions qui sont très différentes. Et, et donc, à partir de là, on est obligé de partir du principe qu'on connaît pas leur forme. Mhm. Parce que, en fait, elles ont toutes une forme qui leur est propre, elles ont toutes des profils. Même la luminosité va changer, va faire que le profil, on l'observe pas exactement de la même manière que si elle avait une luminosité un peu différente. Enfin, il y a vraiment toute une zoologie qui est un peu Ouais. compliquée. Et Et en plus, vu qu'il y a une évolution aussi temporelle des galaxies, bah, oui, plus on regarde loin, donc plus on regarde des galaxies quand l'univers était jeune, elles vont c'est avoir ça, des propriétés différentes que les galaxies qui existent dans l'univers un peu plus récent, quoi. Donc, il y a complètement. vraiment plein d'espèces de galaxies différentes. Disons que toutes les galaxies se comportent pas de la même manière. Si on savait que toutes les galaxies se comportaient de la même manière, on pourrait avoir un étalon. Mais c'est pas le cas, c'est pas comme des supernovas, les supernovas de type 1A par exemple, qui servent à établir des mesures de distance ou de choses comme ça, où on sait qu'elles ont toutes, quand elles explosent, après leur décroissance en luminosité, c'est toujours la même chose. Mhm. Et du coup, on peut s'en servir pour mesurer des distances parce qu'on sait comment c'est censé se comporter. Une galaxie, chaque galaxie fait un peu sa petite vie, quoi. Et en Elles fait, je sont pense que toutes différentes et... c'est exactement ça. Et puis, je pense que même au-delà de ça, en fait, c'est la chose qu'on essaye de faire, même de mesurer leur forme. En fait, même si on s'imaginait que toutes les galaxies étaient identiques dans l'univers, en fait, puisqu'elles sont pas toutes distribuées de la même manière, en fait, parfois il y en a qui vont être dans des endroits où il y a plus de galaxies qui vont peut-être un peu s'entrecroiser, c'est ça. leurs images peuvent se chevaucher les unes les autres et tout. Donc en fait, il y a plein de difficultés qui font que c'est pas si simple de mesurer la forme de millions de galaxies en même temps. Mhm. Et un problème enfin une question qui a été posée sur TikTok aussi, qui est intéressante, c'est notamment comment déterminer les limites ou les frontières d'une galaxie, en fait. Même ça, c'est pas si simple pour mesurer la forme. Ça, c'est vraiment pas simple du tout. Et Anna, elle en parlait juste à l'instant. Par exemple, quand on observe des images de galaxies, nous, quand on prend une photo du ciel, c'est un peu un plan à 2 dimensions, quoi. Sauf que les galaxies, elles se sont pas gentiment rangées 2 par 2 pour qu'on les observe. Et donc, parfois, on va avoir des galaxies d'arrière-plan et du coup, des superpositions d'images, en fait, de galaxies. Et du coup, c'est ce qu'on appelle, nous, en Cosmo, le blending, parce que ça se mélange. Et on a 2 galaxies comme ça, et on est bon. Alors, est-ce que c'est une galaxie qui a une forme de papillon, ou est-ce que c'est parce qu'il y en a 2 qui sont l'une derrière l'autre, quoi? Donc ça, encore une fois, il y a des façons d'essayer d'estimer les distances et de voir s'il y en a 2 ou s'il y en a une seule. Bon, après, Mhm. c'est encore une fois les mesures de distance, c'est compliqué. Donc il y a c'est la première chose qui est un petit peu compliquée. Deuxièmement, alors il y a la frontière entre guillemets, encore une fois visuelle de la galaxie, c'est-à-dire la matière qu'on observe grâce à des télescopes, donc la matière baryonique, les choses comme ça. Et puis il y a la frontière de matière noire de la galaxie que là, pour le coup, on n'observe pas directement. Et notamment dans les amas. Où on va avoir des interactions ou alors un profil en matière noire qui va changer en fonction de la distance à laquelle on regarde dans l'amas, plutôt vers le milieu ou alors vers l'extérieur.
Et donc pareil au sein d'une galaxie, et ça c'est pas un truc qu'on observe directement, donc c'est difficile aussi de comprendre un petit peu comment tout ça va interagir. Parce que pareil, au sein même, quand je disais chaque galaxie a sa propre forme intrinsèque, elle évolue aussi dans un environnement qui peut influencer sa forme, qui peut lui donner une espèce de forme déjà de base parce qu'elle interagit gravitationnellement, par exemple, avec un autre groupe de galaxies à côté, et donc ça va la faire tourner dans un certain sens, ou ce genre de choses. L'aligner en fait dans une certaine direction, et ça faut comprendre quand on fait par exemple des études de lensing. Ça c'est pas ma problématique à moi, mais que elle est pas, voilà, c'est pas c'est pas un effet de lentille, c'est son environnement proche qui a fait qu'elle était alignée dans ce sens-là. Donc en fait c'est très compliqué, c'est une vraie problématique. On va revenir sur d'autres problématiques dans la mesure de forme dans une minute, mais déjà, il y a une question que quelqu'un nous pose de manière répétée sur TikTok. Donc, je vais quand même te la poser, même si je pense que c'est assez loin de ton expertise, peut-être. Mais entre la gravitation quantique à boucle et la théorie des cordes, quel est votre avis? Quel est ton avis? Est-ce que. À l'aide. Tu sais pas? Je ne sais pas. Ouais. J'ai pas fait beaucoup de mécanique quantique pour pouvoir répondre à la question. Euh, Donc ça, pour replacer, en fait, c'est vraiment des ouais. théories. Donc, c'est vraiment de la physique théorique. Et si je me trompe pas, donc c'est pas mon expertise du tout, et donc pas trop la tienne non plus, a priori. Mais c'est plus des théories qui essayent de De combiner, en rassembler, fait, de rassembler, parce qu'on a pour le moment, on n'arrive pas à bien mettre ensemble la physique quantique, donc ce qui explique l'univers à très petite échelle, avec la relativité générale qui explique l'univers à très grande échelle. Et donc voilà, il y a des théoriciens qui travaillent sur des manières d'un peu combiner c'est ça. ces deux théories extrêmes, quoi. Donc, Donc ouais, les règles de la mécanique quantique marchent plus à grande échelle et inversement, et elles sont toutes les deux vraies à leur échelle, mais plus du tout si on devait les combiner ensemble. Et c'est deux choses qui essayent de rassembler les deux théories. Maintenant, je saurais même pas dire aujourd'hui s'il y en a une qui est privilégiée par rapport à l'autre. Je sais que les deux existent. Est-ce que depuis récemment, il y en a une qui est privilégiée ou pas? J'en ai aucune idée. je sais pas non plus, mais j'essaierai d'inviter une ou un physicien ou physicienne, théoricien. J'essaie de faire de l'écriture inclusive à l'oral, c'est pas si simple, pour nous parler plus peut-être de théorie et de, voilà, de choses comme ça. Parce que là, on est plutôt du côté observationnel de la Oui. cosmologie. Xavier, tu avais une question? Non, c'est bon, pas de question de la part de Xavier. Il y avait une autre question sur TikTok. Est-ce qu'il est possible qu'une galaxie appartienne à une autre galaxie, qu'on ait une galaxie dans une galaxie? Une galaxie dans une Ouais, galaxie, j'aime bien cette question. c'est rigolo. Comment dire? Euh, Pas d'un point de vue, je pense, où on aurait deux très belles ellipses complètement l'une à l'intérieur de l'autre. Par contre, c'est déjà arrivé qu'il y ait des galaxies qui fusionnent, qui se rentrent dedans, et que du coup, dont les populations vont se mélanger et qui vont créer en fait un nouvel objet. Donc c'est un nouvel objet, une nouvelle galaxie qui sera formée de deux galaxies qui sont rentrées en collision. Mhm. Donc c'est pas vraiment l'une qui est à l'intérieur de l'autre. Euh, mais en gros, on peut avoir une nouvelle galaxie, un nouvel objet qui se forme à partir de deux autres qui sont rentrés en collision, quoi. Et c'est d'ailleurs un peu le modèle qu'on a de la formation des structures dans l'univers. C'est vraiment qu'on avait des petits objets, donc des petites galaxies et des petits halos de matière noire, donc, qui se sont assemblés, donc qui ont fusionné au fur et à mesure du temps pour former les galaxies qu'on connaît maintenant, pour former les amas de galaxies qui sont de Ouais. très grandes structures et tout ça, quoi. Donc voilà, pas vraiment. Ça répond un peu à la question, Mais effectivement. après, on a des galaxies qui font partie de groupes de galaxies, qui sont dans des amas et qui sont reliés, enfin, qui sont un peu tous ensemble intriqués gravitationnellement parlant. Enfin, ils ont grandi ensemble. C'est une petite famille, quoi, en fait. Trop mignon, j'adore, C'est j'adore trop cette mignon. question. Et mais du coup, non, il n'y a pas une galaxie dans une galaxie, c'est plutôt des galaxies de tailles différentes qui vont faire ensemble partie d'un même amas, qui peut lui-même faire partie d'un autre super amas. C'est un peu le cas de notre galaxie. Elle fait partie d'un amas. Alors, est-ce que je vais me tromper? Alors, parce qu'on est dans le super amas de la Vierge, mais avant ça, on est dans un autre plus petit amas, et je me rappelle plus comment il Pas la s'appelle. balle locale, tout simplement. Donc, Le groupe local, je crois groupe que ça local, s'appelle. ah ouais, ok. Et dans le groupe local, il y a un autre amas qui s'appelle l'amas de Magellan, les choses comme ça. Enfin, et en fait, des petits groupes comme ça peuvent appartenir à d'autres plus grands groupes, mais on parle vraiment de groupes, en fait, de structures, et pas d'objets à l'intérieur d'autres objets. Une autre question un peu tangente à ton sujet, mais que je trouve qui est très joliment formulée. Est-ce qu'une galaxie se forme quand ses étoiles sont prises dans le filet de la matière noire? Oh waouh, c'est J'adore. très joli. C'est beau. Bonsoir les poètes. Euh, Est-ce qu'une galaxie se forme quand ses étoiles sont prises dans le filet de la matière noire? C'était ça la question. C'était ça la Il faut que question. je Ouais. remette la question. Euh, En fait, on peut dire pour qu'une galaxie se forme, il faut qu'il y ait des étoiles à l'intérieur.
Et pour que des étoiles naissent, on a besoin d'avoir du gaz et que ce gaz soit un petit peu perturbé et que ces petites perturbations donnent naissance à des nouvelles étoiles. Qui Enfin, soit à des condensé étoiles aussi un peu. condensées, voilà, qui se condensent et que ça crée en fait des structures, des étoiles. Et c'est un peu, comment dire, un cycle, comment on pourrait appeler ça? Un peu écolo de quand les étoiles meurent, elles redispersent du gaz, etc., jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus assez pour former des nouvelles étoiles. Pour citer le Roi Lion, c'est le cycle de la vie en C'est un fait. peu le cycle de la vie en fait. Et puis on est un peu tous des poussières d'étoiles aussi. Enfin bon, tout ça. C'est faux. Mais par exemple, ça peut arriver, je sais pas à quel point après, du coup, la matière noire rentre là-dedans. Ça reste de la matière, donc ça interagit gravitationnellement, ça peut perturber le gaz, des genres de choses. Mais on a déjà vu, du coup, quand je parlais de collision de galaxies, deux galaxies qui rentrent en collision et qui peuvent avoir des populations d'étoiles qui sont en fait assez vieilles à l'intérieur. Mais la collision crée des chocs assez importants énergétiquement parlant. Et donc, on va avoir par endroits des restes de gaz, des résidus de gaz des deux galaxies qui va se condenser et qui vont créer une nouvelle population d'étoiles dans le nouvel objet qui s'est créé et qui s'est formé. Et donc, une population d'étoiles plus jeune comparativement à la population qu'il y avait avant. Maintenant, le lien direct avec la matière noire, je sais pas exactement, mais comme du coup, voilà, c'est une question de matière qui rentre en jeu, d'interaction gravitationnelle et ce genre de choses, forcément que ça doit avoir un lien. Ouais, en fait, je pense qu'on peut voir le lien vraiment à la formation des toutes premières galaxies, des premières Oui, structures, en ouais, fait, où on a un peu des surdensités dans le champ de matière noire, du coup, qui vont devenir de plus en plus grandes par gravité. On va avoir, du coup, ces halos, c'est-à-dire des grosses surdensités de matière noire qui vont se créer. c'est ça. Ouais. Et en fait, par gravité, ces surdensités vont attirer du gaz dedans et le gaz va être concentré à l'intérieur et former les premières étoiles et les premières Mm, galaxies. Donc, mm. c'est un peu dans cette manière-là que, en fait, la matière noire va mener en fait va conduire le jeu de la gravité C'est mener ça. la gravité pour Des conduire ces petites histoires un peu fluctuations plus primordiales dans la matière noire. c'est ça. On a une question qui revient en permanence donc je pense que c'est aussi un peu loin de ton expertise mais tu peux quand même peut-être un peu y répondre enfin est-ce que tu peux nous expliquer le phénomène de BAO? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Les oscillations acoustiques de baryons, c'est une bonne question. Je suis pas sûre de pouvoir répondre très bien parce que c'est un domaine très intéressant de la cosmologie, mais c'est pas le mien du tout. Euh, donc c'est des événements qui vont être causés par des événements très énergétiques dans l'univers, genre la formation de quasars. Oula, il faut que je définisse ce que c'est un quasar. Et alors là, je suis un petit peu peinée de devoir expliquer ce que c'est. Euh, Mais du coup, ouais, des éléments, enfin des événements très énergétiques, il me semble. Je sais pas si Anna, tu voudras compléter après parce que moi, je m'y connais pas très bien en BAO. Et comment dire, je crois que c'est des trucs au centre des galaxies ou des choses comme ça qui vont. C'est c'est un peu en fait c'est plus les BAO en fait donc comme tu as dit c'est les attends comment on dit en français les oscillations Oscillation acoustique de baryons. de baryons. En fait, c'est plus au tout début de l'univers, donc ça, voilà, ça c'est le côté que je maîtrise pas complètement sur ce côté-là, mais en fait, il y avait des fluctuations au début, en fait, la matière était complètement mélangée. En fait, il n'y avait pas de structure, des étoiles, tout ça, des galaxies, donc tout était un peu mélangé. Il y avait des oscillations, enfin des ondes, disons, comme des ondes acoustiques dedans, Mm, mm. qui faisaient qu'il y avait des endroits où il y avait un peu plus de matière, des endroits où il y avait un peu moins de matière. Donc il y avait un peu ces petites fluctuations. Et en fait, donc si je me trompe pas, ces fluctuations ont évolué au cours du temps et ont fait qu'en fait, il y a des endroits, enfin, il y a des distances privilégiées entre les galaxies, en fait, à cause de ces ondes qu'on avait au Mm, début, mm. où genre, disons, du coup, entre deux crêtes de l'onde, on va avoir plus de matière et là, on va avoir moins de matière. Et ben en fait, maintenant, dans l'univers, sur ces deux crêtes d'onde, on va avoir un peu plus de galaxies que dans Mm, mm. que dans le bas de la crête. Et donc, on a un peu cette structure comme ça dans l'univers qu'on peut un peu mesurer. C'est-à-dire, en regardant la distance moyenne entre deux galaxies, on peut voir que, ah bah, cette distance-là moyenne, on va avoir un peu plus de galaxies. Ouais. Et donc, en fait, on peut se servir de ça et voir un peu comment a évolué cette distance, un peu cette règle standard, disons, cette distance un peu caractéristique de l'univers, on va dire. Et en fait, quand on regarde l'évolution de cette distance au cours du temps, ça nous donne aussi des informations sur l'expansion de l'univers, sur l'énergie noire et tout ça, quoi. Donc c'est un peu difficile à expliquer comme ça avec les mains sans Ouais. avoir de schéma, mais promis, je vous en parlerai dans un épisode en dur qu'on fait de Space Apéro sur YouTube aussi. N'hésitez pas à nous suivre. On fait des épisodes plus thématiques avec des animations et tout ça Je bah, regarderai la vidéo du coup. c'est ça, on fera un truc. Il reste plus que 15 minutes de live, donc je vois qu'il y a plein d'autres Ça passe questions. vite. Ça passe très vite, hein.
Et avant que ça se termine, donc j'aimerais bien aussi qu'on discute un peu plus, bah, de toi, de ta vie de chercheuse, quoi, en dehors de ta thématique particulière de recherche, mais de voir, bah, à quoi ça ressemble, en fait, quoi. Genre, c'est quoi ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais de tous les jours? Enfin, comment, ouais, c'est quoi être jeune chercheuse en 2023? Ouais, bah, mon quotidien, c'est vrai, c'est relativement simple, en fait. Donc je travaille donc dans un labo, donc je vais, tous les jours, dans mon laboratoire pour travailler. Après, j'ai pas, je travaille pas, moi, par exemple, sur un truc qui est très, comment dire? Instrumental ou qui est, avec une expérience expérimentale, quoi. Donc quand je viens, j'enfile pas ma blouse, j'ai mes petites éprouvettes et ce genre de choses. J'ai des potes qui font ça, mais moi, non. Moi, du coup, comme mon boulot, c'est de l'informatique, principalement. Donc ça consiste à, je vais venir au labo, voilà, je vais coder, en fait. Je suis sur un ordinateur à peu près, toute la journée. Coder, c'est-à-dire t'écrire des Et ouais, c'est ça, j'écris du code, en l'occurrence, en Python, pour ceux à qui ça parle. Oui, voilà, donc je développe un peu mon algorithme, et cetera, et donc c'est vraiment, un travail purement, informatique. Mais après bon, je fais pas ça que ça toute la journée, donc j'essaie d'interagir autour. Alors, pour savoir, un thésard, il va être encadré par quelqu'un ou par plusieurs personnes. donc un thésard ou une thésarde, c'est un étudiant, un doctorant Oui, c'est qui ça. prépare sa thèse. Tout à fait. Donc en l'occurrence, moi j'ai un encadrant et donc j'essaye d'interagir avec lui quand j'ai des questions, quand j'ai un résultat et que je sais pas trop quoi en penser, etc. Donc moi j'ai la chance d'avoir un encadrant avec qui je peux interagir très souvent parce qu'il est souvent au labo. Ça dépend après forcément avec qui on travaille, etc. et du contexte. Et sinon, bah, comme dans beaucoup d'autres jobs, je pense qu'on a des moments, on a des réunions, des meetings, qui vont être soit des trucs très généraux sur la vie, par exemple, du laboratoire, ou quand on travaille dans une collaboration sur la vie de la collaboration, et des réunions qui sont un petit peu plus centrées sur, par exemple, nous au labo, on a une réunion tous les mardis matins avec notre équipe de cosmologie au labo, où on parle que voilà de thématiques de notre groupe, notre sous-groupe en fait de cosmologie. Et après, on peut avoir encore des plus petites réunions en tout petit comité où on discute très précisément de certaines problématiques, de certains projets, de trucs qu'on fait ensemble. Donc ça peut arriver une, deux, trois fois par semaine. Ça va dépendre en fait des groupes dans lesquels on travaille et ce genre de choses. Donc voilà, moi pour mon quotidien, c'est plutôt ça, c'est, j'arrive, voilà, je discute avec mes collègues ou avec, mon encadrant, je fais beaucoup de code, donc je suis beaucoup sur l'ordinateur. Moi, c'est pas hyper glamour quoi, mais je suis devant mon ordi toute la journée, souvent. Et un peut-être une parenthèse que je peux faire, c'est pas un truc que tous les doctorants font. On n'est pas obligé de le faire, on peut le faire si on a envie, mais on peut donner des cours. Et en l'occurrence, moi, j'ai pris du coup une mission d'enseignement, ça s'appelle. Et donc là, en ce moment, par exemple, tous les lundis après-midi, je donne des cours d'optique, en l'occurrence, avec des premières années de licence, voilà. Donc c'est un truc que j'ai choisi de faire, ça me prend quelques heures par semaine et je suis rémunérée en plus pour ça, en plus de mon salaire de thèse. Donc voilà, ça rentre aussi dans mon quotidien, mais c'est pas le cas de tous les thésards. Est-ce que tu veux nous redire ton labo, c'est quoi? Enfin, notre labo, du coup, parce que dans le même labo. C'est le LPNHE, donc c'est le laboratoire de physique nucléaire et de hautes énergies. Il n'y a pas le mot cosmo à l'intérieur, c'est Ouais. dramatique, mais voilà. Donc c'est un labo qui travaille beaucoup sur la physique des particules, la physique des hautes énergies, donc des études sur les neutrinos, sur les machins comme ça. Il y a d'autres manips qui servent à regarder justement, essayer de comprendre la matière noire, mais du point de vue du coup plus particules. Et dedans, il y a notre groupe qui fait de la cosmologie. Voilà, donc C'est ça, un petit seul groupe qui groupe. n'est pas trop orienté, pas complètement sur les particules, quoi. C'est ça. Et est-ce que Xavier veut cette question à tout prix? Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur ta vie de chercheuse, par exemple, un truc un peu marquant, enfin toi qui te parle? Je pense que si on réfléchit, on en trouve plein des anecdotes. Un truc un peu rigolo et alors qui se passe plus depuis que je suis en thèse parce que je suis dans une thématique, de cosmologie, ça m'arrivait pas forcément avant. Mais forcément quand je dis que je suis un peu alors quand je fais de l'astrophysique et un peu surtout de la cosmologie, il y a parfois des gens qui me demandent: «Ah OK, mais du coup toi tu sais pourquoi Mercure rétrograde et pourquoi du coup, quand on est Lion ascendant Verseau, machin?» Les gens confondent encore parfois l'astrologie et l'astrophysique. Donc c'est un peu rigolo, des fois j'aime bien rentrer dans le jeu, des gens justement, mais voilà, faut pas confondre les 2 surtout pas. Et un autre truc, c'est alors ça je pense que c'est peut-être plus parce que je suis une fille, mais ça arrive parfois quand on est une femme qui travaille en cosmologie et qu'on explique à des gens qu'on fait de la cosmo, ils comprennent cosmétologie
Donc, il me demande si je travaille sur des crèmes et des trucs comme ça. Donc, Ça m'est arrivé aussi beaucoup de fois en vrai, hein, donc de voilà, c'est les anecdotes drôles de ouais, quand on c'est se ça. présente un peu à d'autres gens qui font pas forcément de physique et qui essayent de comprendre ce qu'on fait et qui, du premier coup, sont un peu ah bon? C'est assez classique, ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé d'improviser des horoscopes comme ça Ah, c'est trop drôle, moi dans j'adore le ça. noctilien ou quoi, genre, ouais, c'est clair. J'adore ça, Parfois, moi. il faut jouer le jeu, hein. Et peut-être qu'on gagnerait mieux nos vies si on faisait effectivement de Je suis l'astrologie, mais experte en ça, c'est ouais. astrophysique et du coup, voici mon horoscope. C'est ça peut être dans le CV, quoi. Il y a toujours moyen de se reconvertir là-dedans, je pense. Donc voilà. Euh, ouais, tu peux représenter ton parcours, on l'a déjà présenté un peu tout à l'heure, mais on a des questions encore rapidement, nous redire quel MT Ouais. t'as fait, tout ça, ça peut être... Du coup, alors sur le parcours global, donc j'ai fait la licence de physique de Sorbonne, donc en fait de l'université anciennement appelée Pierre et Marie Curie, du coup qui est sur le campus de Jussieu en fait. Donc de physique toute basique quoi. J'ai continué après dans cette même université et du coup le master qui est en 2 ans, la première année pour moi c'était une année assez générale où j'ai continué à faire de la physique, j'ai fait de l'astrophysique mais j'ai fait plein d'autres choses pour avoir voilà, solidifié des bases dans beaucoup de domaines et c'est en deuxième année qu'on se spécialise et c'est là que j'ai fait l'option, enfin j'ai fait le master d'astrophysique, astronomie et ingénierie spatiale, donc le M2 d'astro en fait général d'Île-de-France quoi. Mhm. Donc qui est en partenariat avec enfin qui est le master de l'Observatoire de Paris qui est dans le 14e arrondissement, et qui est partenaire avec la Sorbonne, avec l'université Paris-Cité, avec Saclay, avec l'ENS, ce genre de choses. Et on a des cours voilà, à Meudon, à l'Observatoire de Meudon, par exemple, donc ça c'est sympa, ou à l'Observatoire de Paris, etc. Donc, et après, je suis rentrée directement en thèse au LPNHE, voilà. Trop bien. Il y a quelques autres questions qui passent, que je vais te poser. Est-ce que déjà il y a des retombées pratiques à tes recherches, aux recherches que toi tu fais? Donc dans le cadre de ma thèse, j'imagine la question, pour l'instant pas encore, pas encore. Je pense qu'il y en aura, en fait, du coup, comme moi je développe un algorithme de mesure de forme sur des images, tant que l'algorithme n'est pas parfaitement au point, je peux pas avoir des résultats hyper intéressants à présenter, à montrer et tout. Donc il faut attendre un petit peu que l'algorithme fonctionne bien. Mais on y travaille et ça arrivera très prochainement, j'espère. Mais plus, tu vois, genre aussi à grande échelle, disons, dans le temps, quoi. Si on s'imagine qu'on arrive, enfin, tu vois, toute la recherche, disons, sur la matière noire, l'énergie noire, est-ce qu'on peut s'imaginer que ça peut avoir, quelqu'un avait mentionné un moteur à énergie noire ou quelque chose? Hmm. Qu'est-ce que... Bah, disons que si ce que je fais dans ma thèse fonctionne bien, normalement ce sera comment dire, une nouvelle méthode en fait pour mesurer et estimer des formes sur des images. Et donc elles serviront, tiens, c'est ce que je commençais à dire tout à l'heure, mais elles serviront, enfin cet algorithme va servir à analyser des images de futures prises de données de futurs télescopes. Donc le fameux LSST au Chili dont on n'a pas parlé dont on au n'a pas final. parlé au final, mais c'est pas. Donc, qui va être un télescope qui va être, enfin, qui est en train de finir d'être déployé au Chili et qui va prendre des images avec une grosse densité d'objets à l'intérieur. Genre, ça va être du 60 galaxies par arc minute ou je sais plus. Enfin, bon, ça parle peut-être pas à grand monde, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles seront assez denses pour faire justement des analyses plus poussées pour justement l'effet de l'antigravitationnel et pouvoir faire une bonne statistique. Et donc, si mon algorithme fonctionne, on pourra l'utiliser sur ces images et sûrement peut-être les images d'autres télescopes et d'autres détecteurs à venir. Mm, mm. Et, Et et donc voilà. l'importance dans ces énormes quantités de données qui revient sur, si on reparle de ton sujet de thèse, d'avoir des bons algorithmes qui permettent de Ouais. mesurer la forme de ces galaxies de manière robuste, non Mm, mm, biaisée, etc., sur des très 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 grands échantillons de galaxies en c'est fait, ça. quoi. Donc vraiment, là est tout le cœur du problème, c'est qu'on a des tellement grandes données qu'il faut, et on a des analyses tellement précises en fait en préparation qu'il faut très très bien mesurer chaque étape de l'analyse, de la mesure de forme à l'estimation de distance de ces galaxies par Mm, mm. rapport à nous. Enfin, tous les échelons doivent être vraiment très très bien contrôlés pour reprendre cette métaphore. Avant de reprendre encore quelques questions là qui arrivent sur TikTok par exemple, il y avait quelques questions que j'ai vu passer plus tôt et que j'aimais bien aussi. C'est déjà, est-ce qu'il y a une découverte en cosmologie ou en sciences en général qui toi t'a particulièrement marqué, que toi t'aimes bien, enfin quelque chose comme ça Bah, j'ai un peu envie de dire l'expansion accélérée, puisque c'est ce sur quoi je travaille. C'était l'année de ma naissance en plus. Et forcément, enfin, ça, en fait, je m'imagine être à la place des gens qui découvrent ça. Et je me dis, mais ça doit être exceptionnel. Un autre truc qui devait être pas mal plus récemment, alors c'est peut-être pas forcément que dans le cadre de la cosmologie, mais j'imagine que c'est quand on a reçu la première image de trou noir.
en fait. C'est vrai. Que la première photographie, entre guillemets, d'un trou noir, parce qu'avant, on se doutait bien que ça existait, on envoyait les effets indirects, mais on n'avait jamais pris en photo un trou noir. Et aujourd'hui, on a des photos de premiers trous noirs. Mm, mm. Et je pense que quand on a reçu la première image, ça devait faire quelque chose quand on avait participé à C'est cette vrai. Et c'est vrai que découverte. c'est très récent, ça, quand même. Ouais. C'était dans les dernières années, on a quand même eu des choses. Parfois, c'est vrai que moi, je suis un peu pessimiste, j'ai tendance à dire, ça fait 70 ans qu'il s'est rien passé, qu'on a genre la matière noire, qu'on sait toujours pas ce que c'est. Et dans ce cas-là, c'est vrai que c'est un peu. Ouais. Ça, on a un peu bloqué pour le moment, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu des grandes choses, quoi. Genre, effectivement, il y a 25 ans, il y a eu l'accélération de l'expansion qui a été montrée. Donc, en Ouais. 98, comme tu disais, là récemment, on a eu la photo des trous noirs. On a eu la détection des premières ondes gravitationnelles. Donc, il se passe quand même Oui, des oh choses. là là, oui. Ouais. Complètement, oui. Il y a des belles choses qui se passent dans l'astro, quoi, on avance. Et Il y a encore plein de trucs à découvrir. Enfin, de toute façon, il y a ouais, 95% de l'univers à découvrir, donc ça va, on a du pain sur la planche. et ça fait une très belle transition à ma prochaine question qui a été posée aussi plutôt dans le chat. C'est est-ce que toi, qu'est-ce que tu aimerais tu vois, réaliser comme découverte dans ta carrière? C'est une chose que Bah, tu voudrais résoudre? je pense que ça m'est pensé à quand j'étais petite et que je commençais un peu à m'intéresser à l'astrophysique, au genre de choses. Enfin, j'étais intéressée par tous les domaines où il y avait des trucs mystérieux à découvrir. Donc, il y a un moment, je voulais faire archéologue aussi, mais toujours dans des objectifs très prétentieux de et si je découvrais la prochaine civilisation enfouie, ou est-ce que je découvrirais pas qu'il y a de la vie sur d'autres planètes, quoi. C'était un peu l'idée. Aujourd'hui, j'avoue que voilà, si mes recherches peuvent permettre de comprendre un petit peu mieux la compréhension de certaines problématiques de la cosmos, en l'occurrence là, l'énergie noire, je serais déjà très 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 contente. Mais voilà, aujourd'hui, c'est plus tellement l'individu qui fait des grosses découvertes, hein. C'est des équipes, c'est un travail, c'est toujours un ensemble de personnes. Et voilà, et juste de dire qu'on contribue un petit peu à faire avancer la compréhension de thématiques, en l'occurrence pour moi l'énergie noire, c'est déjà beaucoup. Ça me ferait déjà plaisir si je pouvais participer à ça. De là à dire j'aimerais de mon vivant qu'on ait compris ce que c'était que l'énergie noire, évidemment que j'aimerais bien. Et si je peux y participer, voilà. Mais est-ce qu'on saura quand j'aurai 80 ans? Et écoute, Bonne question. j'espère quand même, au moins la matière noire, je Qu'on sais ait pas quelques si on va dire réponses, qu'on ait quoi. quelques réponses, quoi, qu'on reste pas L'un des deux, bloqué quoi. sur. Matière noire ou C'est ça, énergie noire. Moi, je veux bien l'un des deux. c'est Si on peut ça, avoir la réponse, exactement. ça peut être sympa. Et c'est vrai, et c'est très juste ce que tu disais par rapport à ces vraiment gros efforts globaux. Maintenant, c'est vrai qu'on se structure de plus en plus sous forme, en tout cas en cosmologie, sous forme de très grandes collaborations, parce que Mm, si mm, déjà, il faut en fait mettre beaucoup de moyens en commun pour construire des nouveaux télescopes, comme mm, mm. l'SST, le fameux dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, il faut plusieurs pays qui contribuent, beaucoup d'expertises différentes pour maîtriser déjà toutes les chaînes de construction, en fait, entre les capteurs, les caméras, le système optique qui va prendre les images. Et après, pour analyser ces images, il faut aussi beaucoup de personnes avec beaucoup de petites spécialités différentes pour mettre toute cette force en commun et obtenir des résultats, quoi. Comme Ouais. toi, par exemple, l'expertise que tu développes, c'est déjà au niveau de la mesure de forme de ces galaxies et donc sur ces échelons-là dans l'effet de lentille, quoi. Et il faut un peu plein de gens qui contribuent à ça, quoi. Mm, Donc, mm. c'est vrai, tout à fait. Une autre question, on va bientôt terminer, mais une question que je vais essayer de poser à chaque interlocutrice ou interlocuteur, qui revient souvent sur tous les réseaux, c'est toi, en tant que scientifique et puis en tant que personne aussi, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir de la vie ailleurs que sur Terre? Est-ce qu'il y en a? Enfin, est-ce que tu as des éléments de réponse? Enfin, de réponse, il n'y a pas vraiment de réponse, mais quel est ton avis sur la question, ton avis scientifique? Euh, Alors, il y a la vie scientifique et puis il y a la vie pas scientifique, j'ai envie de dire, dans la réponse. La vie scientifique, c'est, alors, pour être très pragmatique, on n'a aucune preuve, donc pour l'instant, je peux pas dire. Si le scientifique en moi peut pas dire qu'il y croit ou qu'il y croit pas, puisqu'il n'y a pas de preuve pour l'instant. Mais il y a pas de bonne raison de penser qu'il y en a pas. Il y a quand même un nombre comment dire, innombrables de galaxies dans l'univers. On peut compter ça en milliards de galaxies dans l'univers. Chaque galaxie a des milliards d'étoiles qui potentiellement ont des systèmes, enfin ont des systèmes, pas des systèmes solaires, mais du coup des systèmes de planètes qui gravitent autour. Pourquoi il y aurait que sur la nôtre que finalement ça s'est passé correctement pour qu'il y ait de la vie? Le problème, c'est que pour découvrir qu'il y a de la vie ailleurs, c'est hyper compliqué. Imaginons qu'on soit que deux, par exemple, et qu'on soit que deux planètes à avoir de la vie, mais que l'autre elle est à l'autre bout de l'univers, à un endroit absolument inatteignable, que ce soit pour eux ou pour nous. Ben, on le saura jamais, mais je pense qu'il y a très peu de raisons de penser que ça n'existe pas. Et après, il y a la forme de cette vie extraterrestre. Est-ce Mm. que c'est des gens évolués comme nous, ou plus qu'évolués, etc. Ou est-ce que Ou c'est des juste... microbes? Voilà, c'est ça, des petites bactéries, des petits trucs. Euh, donc moi, pour moi, au vu du nombre
considérable d'étoiles, de galaxies, de choses comme ça, de planètes, d'exoplanètes dans l'espace, c'est improbable, statistiquement parlant, que ce soit tombé que sur nous. Ça donne presque envie de se dire, bah, dis donc, il y a quelqu'un qui a appuyé sur un bouton, quoi. Ça serait bizarre qu'on soit tout seul. C'est vrai. Donc voilà. Et après, la vie pas scientifique, c'est oh, j'espère que ça existe, quoi. Franchement, quand j'étais C'est petite, vrai. comme je disais, quand j'étais petite, j'étais persuadée que ça devait exister. Mm, mm. Je me disais peut-être qu'un jour on pourra avoir des correspondants dans une autre. Oh, c'est Et, trop mignon. et pouvoir leur envoyer des messages et tout. Ou je me disais J'adore peut-être ces qu'on va se faire histoires. envahir un jour, peut-être, je sais pas. Enfin bon, bref. Mais j'ai très envie de croire que ça existe. Après, est-ce que ce serait, on serait forcément potes avec eux? C'est pas sûr du tout. Ça, c'est une autre question, Voilà. effectivement, ouais. Mais non, oui, enfin, je vois pas pourquoi ça n'existerait pas, mais pour l'instant, effectivement, on n'a pas la preuve et surtout que c'est très compliqué de le démontrer parce que est-ce que quelqu'un nous trouvera avant qu'on trouve quelqu'un? Ça serait marrant qu'on soit les découverts et non les gens qui découvrent. Mais bon, l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira peut-être, effectivement. Et juste avant qu'on termine, parce qu'on doit vraiment terminer bientôt, est-ce que tu aurais une recommandation de livre, de film, de série, enfin de quelque chose que toi, soit qui est en lien avec ce que tu fais, soit quelque chose qui t'a vraiment marqué, enfin quelque chose que tu aimerais partager aux autres? C'est rigolo parce que le premier truc qui m'est venu en tête, mais que je conseille pas spécialement pour la c'est, ce qui moi m'a donné envie de faire de la cosmologie, c'est vraiment un cliché, c'est hyper cliché, je suis désolée. C'est, le film sur la vie de Stephen Hawking. Donc Une belle histoire du temps, un truc comme ça. Ah Et oui. en fait, c'est découvrir Stephen Hawking qui m'a un peu donné envie de faire de la cosmologie. Et du coup, bon, en dehors du film qui retrace un peu sa vie, qui est très intéressante, j'aime bien ses ouvrages. Il a fait donc Une brève histoire du temps. Le premier qui est sorti peut parfois être un peu, même s'il a été lu par plein de gens qui font pas forcément de physique, moi je trouvais qu'il était quand même parfois un peu robuste. Mais il a fait d'autres livres par la suite, notamment un sur les trous noirs et des choses comme ça. Et je trouve ça intéressant voilà, d'avoir son avis enfin, de lui, de cosmologiste, en plus, qui a eu beaucoup d'idées, enfin, qui a eu des idées assez innovantes sur le rayonnement de Hawking, sur le Big Bang, sur ce genre de choses. Voilà, qu'il ait fait des livres où il essaye de vulgariser un petit peu tout ça. Moi, je les aime bien, donc c'est ce que je conseillerais peut-être en premier. Merci, bah, c'est une Voilà. super recommandation en vrai. Et on va s'arrêter sur ça. Donc merci beaucoup, Inès, d'être venue. Bah, merci à toi de m'avoir invité. N'hésite pas à revenir. En vrai, peut-être que Ah bah, avec tu grand reviendras plaisir. dans quelques mois Si j'ai pour des nous trucs raconter. intéressants à raconter. C'est ça, pour nous raconter un peu l'avancée de ta thèse. On peut un peu te suivre au fur et à mesure du temps. Ça pourrait être cool. Et puis, comme d'habitude, donc je pense que vous pourrez quand même retrouver cette vidéo en replay sur YouTube. Ouais, Xavier me fait signe que oui, c'est bon. Donc malgré les problèmes techniques, désolé pour ce soir. Et puis, encore une fois, on prépare les podcasts. Donc vous peut-être réécouter aussi cette discussion sur un podcast. Et donc, merci à tous de nous avoir suivis. Passez une bonne fin de dimanche, hein, une bonne fin de week-end. Et on se retrouve pour le prochain live la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Merci beaucoup, à bientôt. Salut tout le monde.